Bonsoir à toutes et tous. Merci d'être venus, merci d'avoir fait le déplacement. Du coup, alors, on va parler aujourd'hui d'un recueil de discours d'Amilcar Cabral qui s'intitule donc Ne faites pas croire à des victoires faciles, préfacé par l'historien Hamza Boukari Abara, historien spécialiste du panafricanisme, qui a publié aussi chez France Africaine un livre sur Walter Rodney et qui a publié un ouvrage de référence au panafricanisme, Africa Unite, aux éditions La Découverte. Je pense que certains d'entre vous doivent connaître peut-être. Donc, je vais commencer par une brève biographie d'Amilcar Cabral. Il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais essayer d'être succinct. Et après, je vous demanderai si vous avez des choses à compléter éventuellement sur ce que j'ai dit. Oui, là, je crois derrière. Donc Amilcar Cabral, son nom complet c'est Amilcar Lopez Cabral, il est né le 12 septembre 1924 à Bafata, c'est une ville de l'est de la Guinée-Bissau. Alors on le mentionne pas souvent, la Guinée-Bissau en fait c'est un pays qui a deux parties, il y a une partie continentale et une partie insulaire qui s'appelle, donc il y a un archipel formé de 88 îles qui s'appelle l'archipel des Bijagos. En fait on a souvent tendance à croire que la Guinée-Bissau c'est que dans le petit pays là, avec à l'est, au sud il y a la Guinée, et au nord il y a le Sénégal, et à l'ouest l'océan Atlantique, mais voilà. En tout cas la Guinée-Bissau c'est la partie continentale plus l'archipel. Voilà, donc il est né à Bafata à l'est de la Guinée-Bissau, de parents capverdiens, ses deux parents sont capverdiens, sa mère s'appelait Iva Penel Evora, et son père il s'appelait Juvenal Antonio Lopez da Costa Cabral. Donc Juvenal Cabral c'était un enseignant, il est instituteur, et Iva Penel Evora, bon, c'était dans le langage d'aujourd'hui on dirait une débrouillarde. C'est une femme qui a fait un peu de commerce, pas mal de petites activités, un peu comme beaucoup de femmes africaines le font jusqu'aujourd'hui encore. Donc c'est à la suite du divorce de ses parents, ils ont divorcé en 1929, j'ai noté, je suis pas très sûr des dates. Donc il a quitté la Guinée-Bissau pour aller à Santa Catarina, c'est une ville sur l'île de Santiago il me semble, au Cap-Vert. Du coup le Cap-Vert, c'est un archipel de 10 îles, et pareil avec quelques petits îlots. Donc déjà de par son lieu de naissance et son ancestralité, du coup Cabral il porte en lui les deux pays. Il porte en lui la Guinée-Bissau, il porte le Cap-Vert. Donc Cap-Vert, terre ancestrale, et Guinée-Bissau, terre natale. Ensuite, alors, il a quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant dans sa biographie, c'est qu'il a commencé à être scolarisé qu'à l'âge de 12 ans. Alors, je ne sais pas si c'était une volonté de ses parents. Et en fait, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il a fini son cycle secondaire et il me semble une partie du primaire. Donc il est inscrit à 12 ans, mais il a quand même réussi à avoir son bac à 18 ans. Donc c'est vrai qu'il a sauté plein de classes, et dès qu'il a commencé l'école, il y a plein de ses camarades de classe. Alors, dans un livre en anglais de Patrick Chabal qui s'appelle Amilcar Cabral, People's Struggle, quelque chose comme ça, qui est sorti en 83, il a recueilli des témoignages de camarades de classe de Cabral qui étaient vraiment éblouis par ses performances scolaires. Donc voilà, c'est quelqu'un qui déjà intellectuellement était très avancé pour son âge. Je crois c'est dans cette biographie de Mario de Andrade, je crois qu'il dit que voilà, Cabral a fini, je crois, avec 18 sur 20 de moyenne à la fin du lycée. Donc c'était vraiment quelqu'un de très brillant. Donc à la suite de son bac en 1945, il est allé à Lisbonne au Portugal pour faire des études d'agronomie. Et du coup, il s'est retrouvé le seul Africain dans une promotion où il n'y avait que des Européens, que des Portugais. Et il a quand même réussi à être major de sa promotion, et il est sorti de là donc avec un diplôme d'ingénieur. Ensuite, c'est en fait au cours de son voyage au Portugal, son voyage au Portugal pour ses études va être déterminant, parce que c'est là qu'il va rencontrer pas mal d'autres leaders de mouvements des colonies dites d'Afrique lusophone, donc notamment Mario de Andrade, Marcelino dos Santos qui était du Mozambique, Agostinho Neto, et voilà, plein d'autres gens. Ils vont se regrouper autour d'une organisation qui s'appelait, alors je sais plus, je
crois que c'est Casa des étudiants africains, une espèce de maison des étudiants africains, voilà, où ils ont milité. Et un petit peu clandestinement, parce que déjà à cette époque, alors le contexte portugais c'est particulier parce que à l'époque coloniale, le Portugal c'était une dictature, c'était le régime fasciste. Du coup, comparé à d'autres pays de l'Afrique francophone ou anglophone par exemple, où les premiers leaders indépendantistes pouvaient s'organiser en syndicats, etc., les colonies dites portugaises, c'était interdit. C'est-à-dire, toute activité entre guillemets politique était forcément clandestine. Donc ça fait que même du coup pendant leurs études au Portugal, ces différents étudiants qui vont devenir après des grands leaders de mouvements de libération en Afrique dite lusophone, ça fait que même étant à Lisbonne, etc., pour leurs études, ils étaient obligés de s'organiser clandestinement. Ils organisaient des conférences, des discussions, etc., où ils parlaient justement du fait de remettre en question l'éducation coloniale, le système colonial, etc. Et à la fin de ses études, il est rentré en Guinée-Bissau. Et en fait, un facteur déterminant par la suite pour Cabral dans la lutte de libération qu'il va mener, c'est que le premier emploi qu'il obtient en Guinée-Bissau lui permet de faire le recensement agricole de toute la Guinée-Bissau. Donc déjà, il faut savoir que Cabral, c'est le premier ingénieur agronome de Guinée-Bissau, il n'y en avait pas avant lui. Et du coup, voilà, il va se voir confier cette tâche, du coup, d'effectuer le recensement agricole de Guinée-Bissau. Ce recensement est d'ailleurs publié dans ce livre. Alors, je vais pas mal m'en servir au cours de la séance. Donc, c'est un recueil des écrits de Cabral, mais pas que, qui a été, du coup, réuni par Mario de Andrade, encore lui, donc aux éditions Maspero. C'est les ancêtres des éditions La Découverte, c'est paru en 75, donc c'est en 2 volumes. Ouais. Donc, je vais pas mal m'appuyer dessus. Et notamment dans le premier volume, du coup, est publié le recensement agricole de Cabral, avec des cartes, ça c'est bien fait, voilà, des cartes, des petits schémas, pas mal de... Donc, un vrai travail scientifique. Voilà. Et donc, il a profité du coup de ce recensement agricole, en fait. Comme la Guinée n'est pas un très grand pays, ça lui a donné un très gros avantage pour la lutte de libération, parce que ça lui a permis d'établir pas mal de contacts dans les milieux ruraux, avec des paysans, avec pas mal de travailleurs. Et ces contacts vont s'avérer être déterminants du coup pour l'organisation de la lutte de libération par la suite. Voilà. Donc en 1956, avec 5 autres personnes, il va créer le PAIGC. Alors c'était le PAI à l'époque, et c'est devenu plus tard le PAIGC, donc Parti africain pour l'indépendance de la Guinée-Bissau et du Cap-Vert, de la Guinée et du Cap-Vert. À l'époque, ça s'appelait pas la Guinée-Bissau, c'était plutôt la Guinée dite portugaise. Et donc, au début, ils vont être dans le PAIGC dans une démarche plutôt pacifiste, c'est-à-dire ils vont essayer de voir dans quelle mesure ils pourraient dialoguer avec les autorités coloniales portugaises pour négocier l'indépendance. Très vite, ils vont se rendre compte, notamment après l'épisode de Pidjigiti. Donc cet épisode s'appelle, souvent connu sous le nom de massacre de Pidjigiti en août 59. Donc il y a une grève de dockers sur le port de Pidjigiti à Bissau, qui a été réprimée par l'assassinat du coup par les autorités coloniales portugaises d'une 50aine de personnes et d'une centaine de blessés. Donc ça c'est le bilan que le PAIGC a passé. Après, c'est toujours pareil dans ce type d'événement, c'est-à-dire ceux qui ont commis le crime diront qu'il y a eu 2 morts, et les autres, mais on ne saura jamais vraiment la réalité des choses, hélas. Et donc suite au massacre de Pidjigiti, c'est là que Cabral et ses compères vont se décider de mener une lutte armée du coup pour la libération de la Guinée et du Cap-Vert. Et c'est vraiment très important parce que la Guinée et le Cap-Vert sont séparés par 800 km. C'est-à-dire il y a 800 km entre la côte atlantique de Bissau et l'île du Cap-Vert la plus proche. Donc déjà dans l'idée c'est révolutionnaire parce que la plupart de tous les partis africains d'indépendance étaient concentrés sur un territoire ou peut-être sur 2 territoires mais des territoires assez proches. Je pense par exemple à la Tanzanie, qui a été la réunion de Tanganyika et de Zanzibar, qui est une partie insulaire. Donc là, déjà c'est une grande première dans l'histoire des mouvements de lutte de libération, de vouloir faire un parti, de mettre sur pied un parti qui réclame l'indépendance de 2 territoires aussi éloignés. Alors aussi éloignés pouvaient-ils géographiquement, mais ils étaient très proches, d'ailleurs restés très proches culturellement. Alors,
sur la lutte de libération en elle-même, je vais pas tellement m'étendre. Je vais juste donner quelques caractéristiques, moi, qui m'ont marqué sur la lutte de libération qu'a menée Cabral et qui le singularise un peu par rapport aux leaders africains de sa génération. Déjà, Cabral, en menant sa lutte de libération, il a toujours dit qu'il s'inscrivait dans une tradition de résistance des peuples africains à l'oppression coloniale. Et ça, je trouve ça très important de le mentionner parce que c'est toujours pareil. Je parlais dans le dernier live, aujourd'hui on est à une époque où beaucoup de gens pensent qu'ils arrivent et ils ont eu des idées que personne n'a jamais eues et qui vont tout révolutionner. Alors que Cabral lui-même le dit, alors je vais essayer de lire un bout du passage. Ceux qui ont le livre, c'est page 123. Donc il dit « L'examen de l'histoire des peuples africains démontre que ceux-ci n'ont jamais cessé de lutter jusqu'au bout de leur force contre la domination étrangère. La lutte pour la liberté et contre la domination étrangère est un facteur concret et permanent de la tradition historique des peuples du continent africain. Réalisée sous diverses formes, elle atteste l'inaliénable vocation de ces peuples à déterminer eux-mêmes leur destin, libre et indépendant des pressions étrangères. Le droit à l'autodétermination et à l'indépendance est sûrement l'expression de la combativité traditionnelle et toujours manifeste des peuples africains contre la domination étrangère. » Donc, je trouve ce passage très important parce que, notamment sur tout ce qui concerne souvent l'esclavage, la traite négrière transatlantique, jusqu'aujourd'hui, bon, dans les programmes scolaires, je suis partisan du fait que c'est pas au programme scolaire d'enseigner correctement cette partie de l'histoire, parce que ça nous concerne, donc c'est à nous normalement de prendre les devants pour ça. Je trouve jusqu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes encore, quand ils entendent parler de l'esclavage, ils pensent qu'on s'est laissé faire et emporté pour venir travailler dans les plantations des gens. Mais non, en fait, on a résisté du premier au dernier jour. Enfin, la preuve de notre existence, c'est qu'on a encore, quand on regarde des territoires comme les Caraïbes, les États-Unis, notre survie est la preuve qu'on a toujours résisté, parce que sinon on aurait été extinct. Je pense que c'est important de préciser cette tradition de résistance de nos peuples. Ensuite, Cabral, ce que je trouve aussi marquant dans son combat, c'est qu'il a toujours fait une distinction claire entre les colonialistes fascistes portugais et le peuple portugais. Enfin, il n'a jamais été question de entre guillemets noirs contre entre guillemets blancs. Ce que je trouve, alors, je pense que beaucoup de mouvements de libération indépendantistes africains étaient dans cette optique-là. Mais je trouve que c'est celui qui l'a le mieux clarifié à plusieurs reprises. Parce que souvent, ces mouvements ont souvent été accusés de, entre guillemets, racisme inversé, en disant vous voulez chasser les blancs, vous voulez faire du mal à tous les blancs, etc. Alors que voilà, il ne s'agissait pas du tout de ça. Autre fait remarquable sur Cabral, dans la manière dont il a mené sa lutte des libérations, c'est qu'il était à la fois un stratège militaire, donc il était vraiment sur le terrain avec ses troupes pendant la lutte de libération. Alors la lutte de libération était organisée sous forme de guérilla. Donc la plupart des combattants, ce n'étaient pas des gens qui avaient reçu une formation militaire, ils avaient reçu des rudiments de formation militaire. Et quand même, malgré ça, ils ont réussi à mettre en échec un pays qui était soutenu par l'OTAN. Parce que Cabral le dit d'ailleurs à plusieurs reprises, c'est des fois, je pense, un peu aussi pour humilier, entre guillemets, les colonialistes portugais. Il disait que le Portugal, comme pays, c'est un pays sous-développé. Et je crois que c'est dans ce livre de Basil Davidson, c'est un historien anglais qui a beaucoup travaillé sur les questions de l'Afrique. Dans ce livre notamment, alors je vais citer le passage parce qu'il me semble vraiment très éloquent. Cabral parle en fait du fait que le Portugal c'est un pays tellement pas avancé économiquement que en fait c'est même pas acceptable qu'il puisse avoir un empire colonial. Donc je cite, donc il ne faut cependant pas se faire d'illusions. Tout le monde sait que le Portugal ne fabrique même pas des avions en jouets pour les enfants, ou encore moins des avions de guerre. Voilà, donc c'est pour aussi situer les choses, c'est que Cabral avait aussi pleinement conscience du contexte international dans lequel il évoluait, et il a beaucoup joué de ça, de ses qualités de diplomate pour obtenir d'aide de différents gouvernements, etc. Il a été plusieurs fois invité aux Nations Unies, il a même rencontré le pape, il me semble. Voilà. Il a aussi ce côté diplomate qui a été très important, et je trouve qu'on a retrouvé finalement chez assez peu de dirigeants africains. Et donc sachant en plus que voilà, Cabral est scientifique de formation, il n'est pas du tout littéraire.
Ah oui, j'ai oublié de le dire, les débuts de sa carrière littéraire, il a écrit beaucoup de poésie dans son adolescence. Donc, pareil, Mario de Andrade en parle très bien dans sa biographie qu'il a faite de lui. Et il met même, il me semble, des petits extraits des poésies qu'il a écrites. Et on peut retrouver dans le premier volume de Unité et Lutte quelques écrits de jeunesse de Cabral, donc ces poèmes qu'il a écrits quand il était jeune. Alors, une autre chose qui m'a beaucoup marqué dans la lutte, dans le mouvement de libération de Cabral, mené par le PAIGC, c'était l'importance de la place qui a été accordée aux femmes. Et là, pour le coup, enfin pour moi en tout cas de ce que je connais, je ne suis pas du tout historien, c'est le premier mouvement, je trouve, qui a vraiment autant mis en avant les femmes. Alors, dans un premier temps, il a voulu que les femmes soient au front sur la guérilla. Puis finalement, au bout de quelques années, ça ne s'est pas fait. Mais par contre, les femmes, elles ne se sont pas juste contentées de porter les munitions, etc. Les femmes étaient vraiment organisatrices du mouvement, éducatrices au sein des écoles de guérilla qui étaient créées au fur et à mesure. Donc voilà, il y en a qui sont restés assez célèbres. Il y a Ernestina Silla, dit Titina, qui est assez connue. Je vais montrer une photo. Alors ça c'est un petit livre écrit par un photographe français qui s'appelle Michel Renaudot, qui a pris des photos à l'époque de Guinée-Bissau. Et il y a une photo très célèbre d'Ernestina Silla qui est souvent sur internet. En fait, elle y est là en couleur. Très belle photo. D'Ernestina Silla qui tient un bébé. Donc c'est vraiment une héroïne du mouvement d'indépendance menée par le PAIGC et qui est vraiment aujourd'hui en Guinée-Bissau, peut-être même au Cap-Vert, une figure vraiment majeure du mouvement de libération, qui est vraiment considérée comme une héroïne. Ce sera un peu entre guillemets l'équivalent féminin de Cabral. Elle a été malheureusement assassinée alors qu'elle se mettait en route pour les obsèques de Cabral. Cabral a été assassiné le 20 janvier 1973 à Conakry. Si y a un peu de temps, je reviendrai peut-être un petit peu sur ce que j'ai pu relever de ce que j'ai lu sur les circonstances de son assassinat. Alors, pour l'instant, donc, je suis sur les caractéristiques de son mouvement de libération. Une autre caractéristique, et chez moi celle qui m'a le plus frappé chez Cabral, c'est l'éthique de son leadership. Et je pense que ça, jusqu'aujourd'hui, honnêtement, je ne vois pas jusqu'à ce jour de dirigeant qui ait fait preuve d'autant d'honnêteté dans sa pratique du leadership. Je reviendrai sur ces aspects-là plus tard. Une autre caractéristique de Cabral, c'était il montrait beaucoup de la solidarité à tout ce qu'il appelait toutes les causes justes. Donc, par exemple, il s'est beaucoup penché sur la crise au Congo, avec l'assassinat et l'élimination de Patrice Lumumba. Voilà, et il était beaucoup aussi en solidarité avec les Afro-Américains. Alors je vais lire un passage qui souligne justement cet aspect de Cabral, cet aspect panafricaniste. C'est-à-dire où Cabral souligne l'importance d'être non pas seulement centré sur le territoire où mène la lutte, mais d'être au courant de toutes les luttes qui se mènent ailleurs. Donc je cite Cabral, Unité et Lutte, volume 2. Bon, il n'est pas dans le livre dont on va parler, page 229. Donc nos cœurs battent également avec ceux de nos frères du Congo qui, dans la brousse de ce vaste pays riche africain, cherchent à résoudre leurs propres problèmes face à l'agression des impérialistes et aux manœuvres des impérialistes à travers leurs valets. Nous sommes avec les Noirs des États-Unis d'Amérique, nous sommes avec eux dans les rues de Los Angeles, et quand ils sont écartés de toute possibilité de vie, nous souffrons avec eux. Voilà, donc Cabral il avait vraiment cet aspect panafricaniste, mais pas que, parce qu'il s'est aussi beaucoup intéressé à la révolution cubaine, à ce qui s'est passé en Palestine. Mais en tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui avait une vision internationaliste et qui voyait un certain lien dans toutes les luttes, même si elles n'étaient pas équivalentes. Ça me permet juste de préciser un point. Alors, ça a beaucoup circulé dans une certaine littérature. On a beaucoup souvent assimilé Cabral à un Che Guevara africain. Surtout dans les années 70-80, alors de ce que j'ai pu lire dessus, on a souvent comparé, on aime souvent faire des comparaisons. On traite souvent donc Cabral de Che Guevara africain. Sauf que Cabral, il diverge sur pas mal de points avec Che Guevara. Donc, j'y reviendrai éventuellement. Donc,
Et d'ailleurs, Cabral lui-même l'a mentionné à beaucoup de reprises, c'est que malgré la solidarité qu'il peut avoir entre les luttes, on ne doit jamais confondre, enfin, on doit toujours faire attention que chaque lutte est spécifique aux réalités concrètes que vit le peuple en question. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup coûté cher à Che Guevara, parce que quand il s'est investi au Congo par exemple, sa stratégie de guerre de guérilla qui marchait à Cuba n'a pas marché au Congo, ni en Bolivie où il a fini, où il s'est fait assassiner. Donc je pense que ça c'est de grandes leçons que Cabral donnait, c'est qu'on peut parler de marxisme, de lutte des classes, de ce genre de choses un peu vagues, mais il faut toujours avoir conscience du fait qu'est-ce que ça représente vraiment concrètement pour les peuples qui vivent une certaine réalité. Et d'un pays à l'autre, c'est pas toujours la même chose. C'est pas du tout même la même chose. Voilà. Donc la lutte armée a duré donc de 63 à 73, donc un peu plus de 10 ans. Elle a été déclenchée en janvier 73 à travers l'attaque de la garnison de Tite. C'est une région de la Guinée-Bissau, région ouest, Tite TITE. Voilà, et la guerre a duré jusqu'en 73, donc même après l'assassinat de Cabral. Cabral assassiné le 20 janvier 73. La Guinée a obtenu son indépendance le 24 septembre 1973 et le Cap-Vert le 5 juillet 1975, enfin, donc 2 ans après. La guerre a été beaucoup plus intensive en Guinée dite portugaise, mais voilà, il y a quand même eu des opérations qui ont été menées au Cap-Vert. Voilà, alors sur Cabral, bon, voilà, beaucoup de livres ont été écrits sur lui, beaucoup de choses ont été... Voilà, il y a une vaste documentation sur lui. En français, elle est relativement restreinte, mais bon, il y a quand même des choses intéressantes. Voilà, mais en tout cas, voilà, moi voilà, j'encourage tout le monde, si vous avez l'occasion, si vous tombez sur quelque chose qui mentionne Cabral, lisez-le, parce que c'est vraiment, pour moi, en termes de leadership, c'est vraiment, je dirais, enfin, même d'organisation de tout, d'application pratique de ce que veut dire la révolution, etc. Pour moi, c'est, on dirait en anglais, de golden standard. C'est vraiment, enfin, je ne pense pas qu'il y ait mieux dans les mondes africains, honnêtement. Écoutez, voilà. Si vous avez des questions, des choses à rajouter ou des questions sur l'aspect biographique de Cabral, peut-être des choses auxquelles vous pensez que je n'ai pas mentionné. Comme je disais, il est tellement multidimensionnel et vaste, son œuvre est tellement vaste que bon, c'est un peu dur de résumer succinctement les choses, donc peut-être qu'il y a peut-être des choses qui m'ont échappé. Moi je veux bien. Tu disais qu'au départ ils ont essayé avec son mouvement, ils essayaient plutôt de réagir pacifiquement face aux Portugais. Mais comment on est passé du coup du mouvement pacifique militaire, à la prise d'armes? Alors en fait déjà les prises de contact qu'ils avaient essayé d'établir avec le gouvernement portugais, ils leur faisaient déjà comprendre qu'il n'y a pas de négociation possible et que le Portugal allait maintenir son empire colonial au Mozambique, en Guinée dite portugaise, en Angola et à Sao Tomé. Mais bon, malgré ça, ils avaient quand même un petit peu un espoir. Et le point de rupture, ce que je disais, c'est vraiment le massacre de Pidiguiti en 1959. Ouais. En août 59, qui a vraiment, c'est là qu'ils se sont dit, ok, là on va prendre les armes parce que on demande et c'est en puissance quelque chose. Au moins en autodéfense. Ouais. Après Cabral, il n'était pas dans son combat, entre guillemets, dans sa lutte, il a toujours été clair qu'il n'était pas contre les Portugais, mais plutôt contre l'empire colonial portugais. Et il essayait vraiment de faire passer le message que, justement, on n'est pas contre vous, mais plutôt contre les décisionnaires là-haut qui vous font croire que nous sommes contre vous. Et dans un de ses livres, moi, il y a un passage qui m'avait marqué, quand, justement, après être passé avec les conseils des Cubains, etc., qu'ils ont eu le choix, en fait, à un moment donné, quand ils commençaient à gagner les batailles, et ben finalement, il a voulu prouver aux Portugais qu'il n'était pas contre eux, mais plutôt avec eux. Et justement, dans une des batailles qu'ils ont gagnées, ils avaient battu l'armée portugaise qui se sont enfuis, qui sont partis, et qui ont laissé derrière eux des soldats blessés, dont un qui était blessé. Et quand Cabral est arrivé avec son équipe, sa troupe, ils auraient pu finir la personne au sol, après toutes les violences qu'il y avait eu, les viols, tout ce qui s'était passé au niveau de leur famille, ou même du peuple guinéen et du peuple capverdien.
mais justement, il a insisté sur le message qu'il a transmis en disant, regarde, si je veux, je peux te tuer, mais comme eux te font croire que nous sommes tes ennemis, je vais te soigner. Parce que si je te tue, ton fils viendra te venger, il tuera mon fils. Mon fils ira se venger et il tuera, et ainsi de suite. La guerre ne se terminera jamais. Moi, je ne veux pas forcément la guerre. Je veux tout simplement mon indépendance, ma liberté, et que tu puisses, je vais te soigner pour que tu puisses aller retrouver ta famille, ta femme, et justement éduquer ton enfant. Et à ce moment-là, lui enseigner que le peuple guinéen ou le peuple capverdien ne sont pas nos ennemis, mais plutôt nos amis, et qui vivent dans une situation où ils essaient de s'en sortir. Et l'idée, c'est avoir cette grandeur d'esprit de pouvoir, parce que je pense que la plupart d'entre nous, après avoir subi tant de violence, tant d'injustice, tant de souffrance, je pense que chacun d'entre nous, on aurait réagi directement, œil pour œil, dent pour dent, etc. Et là, justement, il a eu cette grandeur d'esprit. Moi, cette action-là, elle m'a baffé, parce que justement, j'ai dit, le gars, il était visionnaire. En fait, il voit encore plus loin que ce que nous, simples mortels, voyons en direct. Peut-être justement une question pour rebondir un peu sur ce que disait monsieur, justement sur ce qui le nourrissait intellectuellement. Est-ce qu'il avait des convictions religieuses? Est-ce qu'il avait reçu une formation philosophique en parallèle de ses études d'agronome dont vous avez parlé? Alors, c'est une bonne question. Alors, à ma connaissance, je ne sais pas s'il pratiquait une religion. Il a baigné dans le milieu chrétien catholique, ça c'est sûr. Mais après, est-ce qu'il pratiquait la religion lui-même? Mais par contre, c'est quelqu'un qui a été toujours très tolérant dans... Enfin, parce que lui entre guillemets, il y a souvent des combattants qui se plaignaient, par exemple, que des membres de la milice populaire, oui, parce que ces forces armées étaient organisées à plusieurs niveaux. Et donc, il y a certaines parties des populations, du coup, qui allaient souvent au front. Et souvent, certains combattants plus aguerris étaient un peu... Ils s'impatientaient un peu, par exemple, qu'un villageois prenne son gris-gris pour aller au combat avec. Ils disaient donc... Parce que ça, c'est aussi quelque chose qui est marquant chez Cabral, c'est que dans tous les mouvements dits socialistes qui ont éclos en Afrique un peu des années 70, je pense au Congo-Brazzaville, en Éthiopie, etc., c'est des mouvements qui ont réprimé très durement les gens qui pratiquaient les religions. Vraiment, pour eux, la seule religion, c'était le marxisme, le socialisme. Si on vous trouvait en train de prier Jésus, etc., ou d'aller à la mosquée, vous étiez mis réactionnaire aux trahisons contre l'État et peut-être exécuté. Et ça, c'est quelque chose que Cabral a jamais voulu faire. Lui-même, dans sa pensée, il le dit qu'il trouve que ce sont des facteurs qui freinent un peu la lutte, parce que amener les gens à leur faire comprendre que voilà, leur grille ne va pas les protéger des balles, etc. Mais voilà, mais par contre, il le dit à un moment. Alors c'est dans ce livre. Attendez, je vais y perdre un peu, on va s'en sortir. C'est dans ce livre, ça s'appelle le pouvoir des armes. C'est une série d'écrits et d'interviews qu'il a donné. Donc c'est pareil, c'est aux éditions Maspero. Ça date de je vais vous dire la date exacte. C'est, il me semble, fin 60, ça doit être 69. Là, je ne trouve pas. Mais voilà, en tout cas, déjà ici, dans ce livre, il donne une interview où il parle justement de ce fait que petit à petit, il a amené les paysans, entre guillemets, eux-mêmes à se rendre compte que la Bible ne les protégeait pas des balles. Et que la meilleure... D'ailleurs, il fait une petite boutade et il dit les paysans ont compris que leur meilleure défense, c'est une tranchée et pas leur grille. Mais après, philosophiquement, il a été nourri pas mal par la... Alors, de ce que moi j'ai lu, il a été surtout nourri par la littérature militante. C'est-à-dire, le mouvement de la négritude l'a beaucoup nourri. Au Cap-Vert, il y avait un mouvement similaire à la négritude, si je me trompe, c'est Cabo-Verdinade, quelque chose comme ça, la Cap-Verdianité, je ne sais pas si c'est français, qui était un peu un espèce d'équivalent du mouvement de la négritude, mais quand même plus assimilationniste. C'est des Cap-Verdiens qui voyaient quand même que le régime colonial n'était pas juste, mais ils se sentaient portugais. Donc, bon, c'était... Et voilà, c'est des mouvements qui l'ont nourri, mais après, philosophiquement, par exemple, je ne sais pas. Mais par contre, ça, on peut le trouver dans... Ah oui, j'ai oublié. Donc, il y a
il existe un film sur Cabral, un film documentaire, qui s'appelle Amilcar Cabral, qui a été réalisé par... il est sorti en 2002, alors je vais retrouver le nom de la réalisatrice. Alors là c'est pas marqué, ça m'échappe, mais voilà. En tout cas, dans ce documentaire, il y a pas mal de ses camarades de classe qui sont interrogés et ils disaient que Cabral, c'est quelqu'un qui avait tout le temps un livre sur lui. Donc, le moindre temps libre qu'il avait, il le passait à lire. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui était aussi très fort au foot, etc. D'ailleurs, avant de monter le PAIGC, comme toute organisation à caractère politique était interdite, il a d'abord créé un petit club de sport qui s'appelait, je crois, ADE, et dans lequel justement il essayait de sensibiliser les jeunes sur les questions coloniales. Mais même comme ça, déjà, les services, la police politique portugaise, PIDE, avait déjà remarqué ça. Enfin, même en maquillant tout ça, voilà, ils étaient vraiment à l'affût du moindre mouvement qui pourrait paraître suspect et éveiller les consciences des gens pour qu'ils prennent conscience justement de leur dignité. Et je ne sais pas s'il y a d'autres remarques. Oui. En fait, on n'est pas encore venu sur les circonstances de la mort d'Amilcar Cabral. Je ne sais pas si c'est probable. Ah oui, oui, bah, je peux en parler rapidement. Alors, un aspect qui est très important dans la lutte de Cabral, c'est qu'il avait une base arrière à Conakry. C'est-à-dire, il a largement profité du fait que la Guinée soit indépendante depuis 1958. Parce que ça lui a permis d'avoir une base arrière et de commencer à s'organiser, à organiser la lutte armée. Et bah, pour moi, c'est quand même l'occasion, je pense, c'est un personnage ambigu, mais de rendre quand même hommage à Sékou Touré, parce que il a accueilli comme ça, ce début des années 60, beaucoup de mouvements de libération sur son territoire, alors qu'il faisait face à beaucoup de problèmes, même internes dans la Guinée. Voilà. Mais par contre, Sékou Touré, qui reste un personnage assez controversé avec le fameux Camboiro, où il envoyait tout opposant politique. Souvent, ils étaient exécutés ou il les laissait mourir de faim. C'est une facette assez sombre du personnage. Mais voilà, en tout cas, c'est quelqu'un qui a été un réel appui pour Cabral. Et donc les circonstances de son assassinat, alors elles sont déjà, les facteurs qui ont causé son assassinat, ils sont plusieurs. Donc il y a déjà évidemment les autorités coloniales portugaises qui étaient gênées par son action. Et comme toujours, malheureusement, les autorités portugaises ont beaucoup joué sur un antagonisme qui existait entre les Cap-Verdiens et les Guinéens. Par exemple, sur 6 fondateurs du PAIGC, 4 sont Cap-Verdiens. La majorité de la lutte s'est déroulée sur le territoire de Guinée-Bissau. Donc déjà très vite, d'ailleurs le premier congrès du PAIGC qui a eu lieu en 64, c'est le congrès de Casaca. C'est un congrès assez important parce que donc, il y a eu en 63, au début de la lutte armée, il y a eu la première grande victoire où ils ont remporté l'île de Como, qui est une petite partie du sud-est de la Guinée-Bissau. Et suite à cette victoire qui était vraiment inattendue, parce qu'ils étaient vraiment en infériorité numérique et technologique par rapport aux assaillants portugais, suite à ça, Cabral s'est rendu compte, et à cette époque, il n'allait pas encore tellement sur le terrain, il s'est rendu compte qu'il y avait une dérive militariste. D'ailleurs, il en parle dans le premier texte de ce recueil, il en parle du fait qu'il ne faut pas que le mouvement de libération prenne une dérive militariste. Il dit on n'est pas des militaires, on est des militants armés. C'est pour ça qu'il a toujours beaucoup insisté, toujours sur l'éducation politique. Et en fait, hélas, dans le mouvement de libération, a commencé à se créer ce sentiment un peu anti-capverdien, notamment chez les généraux commandants qui étaient originaires de Guinée-Bissau, qui disaient oui, mais en fait, pourquoi on est sous les ordres de Cap-Verdiens, on est sur notre territoire, etc. On pourrait très bien s'affranchir d'eux et mener la lutte, nous, comme on l'entend. Donc, les Portugais ont joué pas mal sur ces antagonismes-là, et voilà, c'est du tribalisme pur et simple. Et ça, je trouve, dans la doctrine de Cabral, c'est dommage, je trouve, il a largement sous-estimé ces antagonismes. Il disait dans toutes les interviews qu'il donnait qu'il essayait d'y faire face de la manière au mieux de ses moyens, mais il semblait, moi de ce que j'ai lu, il semblait quand même trop optimiste. Et je pense pas qu'il voyait du tout
ce qui se tramait derrière, les réelles frustrations que ses futurs ennemis engrangeaient. Et voilà, en fait, il a été assassiné un soir et il revenait de l'ambassade de Pologne à Conakry. Et alors c'est un fait marquant. D'ailleurs, dans ce DVD, en fait, sa veuve Anna Maria Cabral en parle. Donc c'était sa deuxième épouse. Il a été assassiné devant sa femme. Ça c'est quelque chose d'assez tragique. Il me rappelle à bien des égards Malcolm X, qui est assassiné aussi devant sa femme en février 65. Et donc en fait, ils revenaient d'une réception à l'ambassade du Portugal. Dans leur QG à Conakry, il n'y avait pas beaucoup de monde parce que à ce moment-là, il y avait pas mal de dirigeants du Frelimo, du mouvement de libération mozambicain, qui étaient en ville, qui étaient à Conakry de passage pour des réunions de concertation par rapport au mouvement, parce que tous les mouvements étaient coordonnés. Tous les mouvements entre guillemets des colonies dites portugaises étaient coordonnés et toutes les organisations bossaient ensemble, puisque les fondateurs, souvent les principaux leaders de ces organisations, s'étaient fréquentés déjà, comme je l'avais dit, pendant leurs études à Lisbonne. Donc ça fait qu'au QG du PAIGC, il n'y avait pas beaucoup de monde. Donc il habitait la presqu'île de Kaloum, c'est à côté de Conakry, c'est là où était sa résidence quand il était à Conakry. Donc ça fait que quand il est revenu de la réception, il a trouvé sa résidence encerclée par des Africains. Donc ça c'est aussi c'est important de le dire. J'ai souvent lu, souvent sur Wikipédia, Cabral était assassiné par des agents portugais. Non. Cabral était assassiné par des Africains. Ce sont des Africains qui ont assassiné Cabral. Bon, le Portugal a eu sa main, son rôle à jouer évidemment, mais le travail, ce sont des Africains qui l'ont fait. Donc quand Cabral revient de cette réception, bon, du coup, il y a un militant qui est un ex-commandant naval du PAIGC qui s'appelait Inocencio Cani, qui était originaire de Guinée-Bissau, ethnie Mandjak, qui lui dit, donc Inocencio Cani, il avait déjà été exclu du parti pour une histoire il avait essayé de revendre un engin naval qui appartenait au parti, parce que pendant le combat, la stratégie de Cabral était souvent de s'accaparer des armes des Portugais. C'est-à-dire quand ils étaient vainqueurs d'une unité portugaise, ils récupéraient leurs armes, leur matériel, etc. Du coup, qui allait servir au parti. Et donc, Cani avait essayé de vendre à l'époque un engin naval qui appartenait au parti. Donc, il avait justement été sanctionné pour ça, notamment lors de ce congrès dont je parlais, le congrès de Casaca, là, qui est assez important, parce que je reviens un peu dessus, parce que c'est un peu de là que sont nées certaines frustrations. Ce congrès, en fait, quand je disais, quand il y a eu la victoire de l'île de Como en 63, début 64, donc il y a eu la victoire en 63, puis les Portugais essayaient de reprendre l'île. Donc les combats étaient pas mal acharnés, et pendant ce congrès, justement, ils n'étaient pas loin du théâtre des opérations militaires. Et ce congrès était en fait l'occasion pour Cabral de vraiment asseoir son autorité. Donc par exemple, son frère Luis Cabral qui lui avait fait un rapport qui lui disait que certains dirigeants de la lutte se comportaient n'importe comment, violaient des femmes, etc., martyrisaient, tuaient même des gens, des populations qu'ils étaient censés venir libérer. Donc suite à ça, il a fallu remettre un peu de discipline, et c'est pour ça que ce congrès était délicat, parce que Cabral du coup a fait désarmer tous les combattants qui étaient accusés. Certains ont eu des peines de prison, d'autres ont été exécutés, mais ça a été vraiment l'épreuve de feu pour Cabral pour qu'il s'impose comme le chef, parce que sinon le mouvement de guérilla allait devenir trop anarchique. Et je pense que c'est aussi à partir de là que, évidemment, son nombre d'ennemis n'a fait qu'augmenter. Comment tu interprètes la phrase « La maxime ne fait pas croire à des victoires faciles ». Alors je termine juste sur le truc. Donc je reviens sur Inocencio Cani, donc, qui donc avec ses hommes, donc il y en a plusieurs autres, qui du coup demandent à Cabral. Alors le plan au départ, de ce que beaucoup d'historiens disent, l'opération n'avait pas pour but d'assassiner Cabral. En fait, on se rend compte que c'était pas planifié. Le plan, c'était de prendre en otage tous les leaders du PAIGC, donc Amilcar Cabral, Aristides Pereira, qui était militant de la première heure aussi du PAIGC, premier président du Cap-Vert. L'idée, c'était de les prendre en otage et de les livrer aux autorités portugaises. Et ensuite, pour les traîtres, entre guillemets, ils voulaient avoir la légitimité de Conakry.
comme étant ceux qui vont reprendre le mouvement de libération. Donc, en gros, ils voulaient mettre hors jeu Cabral et son équipe, et eux reprendre le mouvement à leur compte. Et donc la confrontation, c'est que Inocencio Cagni veut ligoter Cabral. Donc il demande à ce que Cabral soit ligoté. Cabral refuse, Cabral s'oppose à ça. Et c'est en ça que je trouve très intéressant, parce que Cabral, c'est quelqu'un, jusqu'à son dernier souffle, il est resté très digne. Cabral a dit à Inocencio Cagni, je me suis battu, ça fait 10 ans de lutte qu'on mène là, pour que les gens ne soient plus attachés, enchaînés arbitrairement pour un motif non valable. Donc c'est pas moi que tu vas venir ligoter enfin. Donc Cabral s'est opposé à ça. Je pense que soit par orgueil ou soit peut-être par prise de panique, donc la tension est montée et Cabral a dit je préfère même mourir plutôt qu'être ligoté. Et donc là, Inocencio Cagni a dit très bien, ok, si tu veux voir, du coup il lui a tiré un coup dans l'abdomen. Donc Cabral s'effondre au sol et même là Cabral dit ce n'est pas une manière de régler les choses. Durant toute cette lutte, depuis la fondation du parti, j'ai toujours été pour le dialogue, quels que soient les antagonismes, etc. Donc même à l'agonie, voilà, il disait à son assaillant qu'on peut négocier, etc. Et du coup, Inocencio Cagni après a appelé les hommes avec qui il était, voilà, qui ont tiré une rafale de balles sur Cabral, qui est mort, voilà, assassiné comme ça devant sa femme, donc le 20 janvier 73 au soir. Voilà, mais je voulais vraiment revenir sur cet aspect, c'est que voilà, Cabral, c'est un qui a beaucoup insisté sur la notion de dignité de nos peuples. Et c'est ce que je disais, c'est que pour moi en fait, c'est surtout, tu me parlais de la citation ne faites pas croire des victoires faciles. En fait, donc le premier dans le recueil là, donc le recueil dont on parle, il a été publié en octobre 2021, donc c'est tout récent. C'est une deuxième tentative après cette publication de faire des recueils d'écrits de Cabral. Voilà, sauf que celui-là il est un petit peu plus consistant. Et donc c'est un recueil de ses textes les plus majeurs. Et donc le premier texte s'appelle « Ne faites pas croire à des victoires faciles ». Et donc dans ce texte, voilà, Cabral donne quelques recommandations à ses militants et qui traduisent vraiment le degré d'éthique qu'il avait pour l'exercice du leadership. Et alors j'ai perdu le fil de mes idées. Pourquoi je parlais de ça? Oui, voilà, c'est pour revenir sur la notion de dignité, pour dire qu'en fait, ce passage, il montre à quel point Cabral, il était en fait pénétré et ancré dans la culture africaine. Parce que sur le passage, tu me dis ne faites pas croire à des victoires faciles. Alors je vais lire la phrase en entier. C'est une phrase qui est restée presque culte quand on parle de Cabral. Donc c'est « Ne cachez rien aux masses de notre peuple », c'est page 25, « Ne cachez rien aux masses de notre peuple, ne racontez pas de mensonges, démasquez les mensonges quand ils se présentent, ne couvrez aucune difficulté, aucune erreur, aucun échec, ne faites pas croire à des victoires faciles. » Et en fait, ça, rien que cette maxime, ça montre à quel point Cabral est ancré dans l'Afrique, parce que si on écoute quelqu'un comme Amadou Hampâté-Bâ disait l'une des fondations de la sagesse de la tradition africaine, c'est de ne jamais cacher son erreur. Et que, quelle que soit l'erreur qu'on a faite, on sera toujours gagnant à la reconnaître plutôt qu'à essayer de la cacher. Et c'est là qu'on voit aussi que voilà, Cabral était vraiment très c'est ça. Enfin, il était vraiment ancré dans la culture. Il avait beaucoup de respect pour nos valeurs culturelles, beaucoup. Là, je vais lire un passage de ce livre dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc c'est une préface. Donc Basil Davidson, en fait, c'est un historien spécialiste de l'Afrique, historien anglais. Il avait entendu parler du mouvement de Cabral et pour en avoir le cœur net, il est allé sur le terrain, donc sur les fronts de guerre. Donc il a vécu avec Cabral le quotidien des combattants, interrogé les combattants. Voilà, et c'est un travail donc, que Cabral présentait vraiment en disant, voilà, tous ceux qui veulent venir voir la lutte, comment elle s'organise, comment elle se déroule, venez, moi je vous accueille.
Voilà, donc Basil Davidson fait partie de ces personnes-là. Et Cabral a écrit la préface de l'ouvrage. Et j'aime beaucoup ce passage où il dit, page 14, « Vous avez vu des vieillards, de simples militants ou des responsables du parti. » Donc là, il parle justement de ces Européens qui sont venus sur le théâtre des opérations. Leurs barbes blanches sur le rocher noir de leur visage. Ils sont nos musées, nos bibliothèques, nos livres d'histoire, le présent de notre passé. Ouais. Enfin, je trouve ça vraiment très beau, c'est-à-dire la valeur qu'il accordait en fait à ces, comment dire, à ces caractéristiques qui nous distinguent, nous les Africains, du reste de l'humanité. C'est-à-dire, nous on a des valeurs culturelles, notamment, donc j'en parlais dans le dernier live, le respect des anciens, la sacralité de la vie, etc. Et Cabral, même s'il n'a pas été à l'école africaine, même s'il ne parlait pas une langue africaine, il était imbibé de ces valeurs-là. Et je trouve ça assez remarquable. Et c'est ce que je disais aussi dernièrement, c'est que être imprégné de la culture africaine, et Cabral le démontre, c'est pas forcément parler une langue africaine. Le plus important, c'est pour une culture, c'est les valeurs qu'elle incarne. Est-ce que les gens qui se réclament de ces cultures les vivent, ces valeurs? Et je trouve que Cabral le faisait avec brio. Après, même pour compléter sur la dignité, moi je trouvais aussi excellent la manière dont l'approche qu'il avait avec les autres, justement, les autres grands leaders des autres partis, ou même quand il allait par exemple négocier avec des Russes pour avoir des armes ou quoi que ce soit, ou avec les Cubains. L'idée en fait c'était qu'il insistait vraiment pour que ce soit le peuple guinéen ou capverdien entre guillemets qui fasse la guerre et non que ce soit des Cubains qui aillent faire la guerre à leur place, parce que justement c'était important que même s'imprègnent du combat et se sentent justement concernés et non que des gens viennent leur donner leur liberté, qu'ils se battent vraiment pour leur liberté. Et au-delà de ça, en fait, quand il allait négocier avec, par exemple, pour avoir des armes soviétiques, etc., il allait toujours en gardant la tête haute dans le sens où il savait ce qu'il valait, en fait. C'est pas tu me donnes ça contre quelque chose de derrière. Non, c'est soit tu me donnes ça et on y va ensemble, soit tu gardes ta chose et je me débrouille d'une autre manière. Et donc, il avait vraiment cette dignité et ces valeurs-là qu'il défendait, et face à n'importe quel personnage devant lui, peu importe le nom, la taille qu'il avait et le statut qu'il avait également. Et merci pour ta remarque, oui, c'est clair, ça me fait penser, donc, alors, pour moi, la meilleure biographie de Cabral, elle est assez récente, c'est un historien gambien qui s'appelle Peter Mendy, c'est sorti en 2019, donc c'est Amilcar Cabral, nationaliste and pan-africanist revolutionary. En fait, elle est très succincte et en même temps très fouillée, et c'est fait par quelqu'un qui maîtrise vraiment la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, enfin ces pays-là. Et voilà, c'est une très bonne biographie, et dedans il parle justement du fait, il raconte le témoignage d'un militaire cubain qui dit que Cabral c'était quelqu'un qui écoutait tout ce que vous alliez lui dire, mais après c'est lui qui décidait ce qu'il appliquait, ce qu'il gardait pas. Mais, et comme tu disais, jamais il n'a accepté une aide sous condition. Soit on lui donnait des armes parce qu'on se sentait solidaire de la lutte de son peuple, soit vous ne lui donnez pas les armes et il se débrouillait comme il pouvait. Mais en tout cas, il n'a jamais compté sur la pitié ou quoi que ce soit dans ce genre. C'était vraiment la solidarité, il n'y avait pas d'infériorisation. Et ce que tu disais sur le peuple, c'est vraiment important. Je vais lire un autre passage qui parle de ça, vraiment sur le fait, parce que là tu disais que c'est pas aux Cubains de libérer les Africains, mais c'était même mieux que ça. Il disait que c'est pas à nous, les combattants, de libérer le peuple, c'est au peuple lui-même de se libérer. Nous on est là, c'est ça, nous on est là pour accompagner le peuple. On met une structure, une institution en place organisée qui est le parti, mais après c'est aux populations de s'en saisir pour se libérer elles-mêmes. Donc je cite, c'est page 99. La libération de nos pays dépend principalement de l'action de nos propres peuples, de leur unité, de leur capacité d'organisation et de leur préparation à la lutte. Nous sommes fermement déterminés à vaincre toutes les difficultés, à développer notre combat sur des bases rationnelles et quels que soient les moyens nécessaires à liquider dans nos pays l'odieuse domination coloniale portugaise.
Donc il y a vraiment cet aspect, on ne libère pas le peuple, c'est le peuple qui choisit ou non de se libérer. Et je pense que ça c'est ce qui distingue, à mon sens, Cabral de manière majeure des autres leaders indépendantistes. C'est qu'il a compris que chaque pays, en fait, chaque pays, peuple évolue au rythme qu'il se donne. Vous pouvez venir avec les meilleures idées, la meilleure idéologie du monde. Si le peuple ne s'en imprègne pas et n'est pas prêt à la recevoir, vous allez vous casser la figure. Et ça, c'est un aspect dont Cabral parle beaucoup, je l'ai déjà évoqué, de partir des réalités concrètes de ce que vous avez. Et il a une citation, il disait, ne confondez jamais ce que vous avez dans vos têtes avec la réalité. Kwame Nkrumah l'a payé cher. Il pensait, le panafricanisme était une doctrine bien élaborée qu'il pensait pouvoir appliquer au Ghana, sauf que contrairement à Cabral, Nkrumah n'a pas assez étudié la structure sociale du Ghana à l'époque où il est entré, où il est entré aux affaires, et ça lui a coûté cher. Et c'est aussi en partie, je pense, pour ça, alors il est plus disponible. Si vous lisez L'âge d'or n'est pas pour demain d'Ayi Koyarma, c'est un écrivain ghanéen. Il parle des dernières années du régime Nkrumah. Le pays était gangréné par la corruption. Nkrumah lui-même n'était peut-être pas corrompu, mais en tout cas, il a laissé prospérer autour de lui une élite néocoloniale qui n'a en rien changé la condition des populations ghanéennes. Donc certes, à l'international, Nkrumah fait beaucoup de choses. Je pense qu'ils font aussi qu'on est là aujourd'hui, que son message porte encore une fois aujourd'hui, c'est l'unité africaine. Mais localement, sur le Ghana même, il y a beaucoup de choses à redire de la manière dont il a mené son exercice du pouvoir. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai que Cabral, je trouve, c'est l'un des seuls dirigeants qui a à ce point compris la nécessité d'être autant très structuré, organisé, rigide dans la théorisation du mouvement, mais très souple. Là, je vois la formule à Hamzat Boukari qui a préfacé l'ouvrage, et c'est que la ligne idéologique était très rigide, mais l'implémentation était très souple, parce qu'il faut s'adapter aux mœurs des gens. Il parle notamment dans Unité et Lutte, il parle justement du fait de ramener les femmes dans la lutte. Il disait chez les populations musulmanes, les foulas, c'était compliqué parce que eux, ils ont l'habitude, de par leur tradition, de marier les jeunes filles très tôt, etc. Il n'est jamais venu en disant arrêtez vos traditions rétrogrades, les mettre au poteau, les fusiller en disant c'est la révolution et si vous marchez comme on dit. Non. Il a essayé au maximum de dialoguer avec eux et de les amener eux-mêmes à comprendre l'intérêt qu'ils auraient à ce que leurs filles gagnent plus d'éducation en vue de servir le mouvement de libération. Et il n'a jamais été dans cette confrontation, et je pense que ça c'est beaucoup l'erreur de gens, je reviens sur Nkrumah, qui dans les discours disaient oui, les chefs traditionnels, etc., ils sont importants, mais qui a mené la vie dure, très dure aux chefs traditionnels ghanéens. Donc c'est aussi là, Cabral, il incite beaucoup dessus, c'est dans le discours de l'arme de la théorie, le combat c'est à tous les niveaux de la vie, en fait, savoir allier la théorie et la pratique. Et toujours, en tout cas, s'adapter à la réalité qu'on trouve. Et que même si la réalité qu'on trouve ne correspond pas vraiment aux situations que j'ai lues dans les livres, et on s'adapte. On n'essaie pas de forcer, de dire j'ai la meilleure idéologie, c'est les autres qui sont bêtes, qui ne comprennent pas, je vais leur imposer ça. Et parce qu'on a bien vu ce que ça a produit en Afrique avec ces régimes dits socialistes. Enfin, ça a produit beaucoup, je pense à Sékou Touré notamment, la Guinée de Sékou Touré. Ça a produit des gros désastres. Je pense à l'Éthiopie de Mengistu. Ça a créé beaucoup de problèmes. Donc il mettait vraiment plus l'accent sur l'implémentation et le fait de tenir compte des réalités plutôt que l'idéologie. Parce qu'en fait l'idéologie ça reste la théorie. Il y avait un discours plus d'ouverture, l'unité. Montrer les ressemblances plus que les différences. S'appuyer plus sur ça. Et ceux où justement, et c'est pour ça qu'il insistait beaucoup sur le suicide des classes, pour pouvoir essayer de faire en sorte que chacun s'y retrouve avec cette unité-là. Le suicide des classes d'ailleurs dont il parle dans le discours L'arme de la théorie. Donc c'est un de ses discours majeurs, donc il est dans ce livre, page 27 à 61, et voilà où il parle c'est ça, il parle de beaucoup de choses, mais voilà, il parle en effet notamment du fait que
Alors je vais relire le passage exactement. Parce que s'il n'y avait pas les suicides des classes, la lutte aurait été tout autre en fait. On avait besoin, ils avaient besoin de tout le monde et que tout le monde sente que même si on a un certain statut, eh ben on a quand même à y gagner à cette indépendance. Et donc chacun d'entre nous, ben voilà, peu importe la classe qu'on a, ben on a quelque chose à y gagner, même que tu sois là-haut, que tu sois en bas. Et cette importance de cette unité collective. Alors je vais juste un passage, donc c'est page 57, donc c'est le discours L'arme de la théorie. La petite bourgeoisie révolutionnaire doit être capable de se suicider comme classe pour ressusciter comme travailleur révolutionnaire entièrement dédié avec les aspirations les plus profondes du peuple auquel elle appartient. Donc la théorie du suicide des classes, c'était de dire que la petite bourgeoisie, entre guillemets, doit renoncer à ses avantages et essayer au maximum de s'imprégner du quotidien que le peuple vit. Alors ça me permet juste de parler de... Donc Cabral, il est resté, je trouve, très présent culturellement en Guinée, au Cap-Vert. Et ça, par exemple, c'est un disque qui a été enregistré par des étudiants capverdiens, une association de Capverdiens en France. C'est un label assez militant à l'époque, label musical Expression Spontanée. Et donc là, notamment, il y a 11 chansons dans le disque. Et donc, il y en a une, justement, qui s'appelle Luta Continua. Donc là, il y a les paroles traduites. Donc c'est chanté en créole capverdien, mais il y a les paroles traduites en français. Et voilà, donc il y a donc la chanson Luta Continua. Donc je lis un passage. Les camarades dans la rue travaillant jour et nuit, les opportunistes à la maison, la petite bourgeoisie doit se suicider comme classe et renaître comme véritable classe révolutionnaire. Rappelle-toi de ce que disait Cabral, nous devons lier la théorie à la pratique chaque jour. Voilà. Donc, c'est-à-dire, les idées de Cabral ont été vraiment diffusées au niveau de la culture. Je vais, alors, tant qu'on y est, je vais peut-être parler de quelques artistes qui sont beaucoup appuyés sur les idées de Cabral. Là, je vais parler d'un artiste capverdien qui s'appelle Nobalta, qui est encore en vie, un chanteur assez connu. Et voilà, il a sorti pas mal d'albums. Et ça, c'est un album notamment où il parle beaucoup de ce qui s'est passé durant la lutte de libération. La première chanson, elle s'appelle Pidjigiti. Ça veut déjà tout dire. Il y a une chanson qui s'appelle Amilcar, forcément. Janeiro na Conakry. C'est janvier à Conakry. Voilà. Donc, je pense là, ça parle des circonstances de l'assassinat de Cabral. Donc, je trouve... Après, bon, j'ai pas tellement d'autres points de comparaison, mais je trouve artistiquement, le militantisme de Cabral s'est beaucoup diffusé dans la musique, dans le théâtre, dans les arts de manière générale, par rapport aux autres anciennes colonies. Bon, je trouve. Après, j'ai pas tellement d'autres points de comparaison, mais voilà. Là, c'est un autre album, donc c'est un groupe qui s'appelle Casa Cobra. Eux, ils sont de Guinée-Bissau. Donc là, c'est le logo du parti. Et là, il y a les membres, du coup. Alors, si vous remarquez, ils portent tous un bonnet, ce bonnet cabraliste. Alors, je ne me rappelle plus le nom, c'est Soumina, le nom de ce bonnet. Alors, je vais vérifier, je l'avais noté. Il y a Cabral, à chaque fois la référence est bonnet de Cabral. C'est ça, oui, ça s'appelle le bonnet Soumbia. Et donc c'est un signe distinctif des Foulas, donc les peuls de Guinée-Bissau. Et donc ça, c'est un livre écrit par Jean Ziegler, je pense que beaucoup connaissent, journaliste sociologue suisse, qui s'appelle Contre l'ordre du monde, les rebelles, où il analyse en fait beaucoup de combattants pour la liberté africains et asiatiques. Voilà, c'est sorti en 83, où il fait une analyse, je trouve, très travaillée du mouvement de Cabral, de ses enjeux, etc. C'est paru aux éditions du Seuil. Et j'ai terminé sur la musique. Alors là, du coup, c'est un autre album de Casa Cobra, de Guinée-Bissau. Donc là, pareil, il y a un titre, voilà, Obrigada Amilcar. Une casa cobra, ça veut dire j'ai chassé le cobra. D'accord. Une casa, c'est le fait de chasser. Parce que le N est là, on fait Et
voilà, donc ils portent tous le bonnet Soumbia, presque tous. Et voilà, et je pense jusqu'aujourd'hui dans l'imaginaire, ce bonnet est vraiment associé à Cabral. Oui. Voilà. Je crois qu'on l'appelait même utiliser le bonnet Cabral des fois. Voilà, une autre chanson qui s'appelle Cabral Manso Ganeta. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est du guinéen, ça. Ah, et aussi donc le groupe Kaogiamo, qui est un groupe, c'est ça, il me semble, du Cap-Vert. C'est un groupe capverdien, donc il y a des membres ici. Et c'est un groupe musical qui a enregistré cet opus, donc c'est un peu après, il me semble, l'assassinat de Cabral, c'est en 74 ou 75, je ne me rappelle pas exactement. Voilà, il y a un morceau qui est resté très connu parce que c'était... Donc ça, c'est un des premiers enregistrements où on a entendu parler de Abel Lima. Abel Lima. Ça s'appelle Cour d'esclave. C'est ça. Ça veut dire réveille-toi esclave. Ouais. D'accord. Voilà, et du coup, donc il y a pas mal de morceaux, dont le morceau Amilcar Cabral, qui est assez connu, Amilcar Cabral, Boumor et Sédou. Oui, ça veut dire tu es mort tôt. Et puis après on dit Amilcar Cabral, et c'est vrai que l'homme est mort, mais l'œuvre est restée. Ouais, donc c'est pour autant dire que Cabral, il a vraiment un héritage multidimensionnel et jusqu'aujourd'hui il reste. Le Kaogiamo, c'est 74 ou 75. C'est très peu après sa mort. Et tous ces opus, pareil, c'est mi-fin 70, début 80, grand maximum. Oui, après il a fait. Oui, après c'est plus... après ça allait un peu plus dans le zouk. Non, mais c'est pas pour autant que c'est resté pauvre en signification dans les paroles. Il y a des artistes, oui, non. il y a des artistes il y a qui même sont le rap restés maintenant. Mais oui, c'est vrai qu'après... Comprendre les paroles. Et après, sur tout ce qui est fiction, donc Cabral a inspiré pas mal d'ouvrages à des dramaturges notamment. Donc ça, c'est une pièce de théâtre sur Cabral qui a été publiée en 1976 par Alexandre Koumandoumbé, c'est un Camerounais qui est encore en vie jusqu'aujourd'hui, qui réside au Cameroun. Voilà, une autre pièce de théâtre, c'est pas très connue, La Patrie ou la Mort de Mamadou Traoré Diop. Lui, il était sénégalais, aux éditions Les Nouvelles Éditions Africaines, c'était la maison d'édition, publié en 81. Voilà, il y a un roman qui s'appelle Mourir debout de Nadine Nyangoma, qui est une écrivaine de Guinée-Bissau. Alors c'est pas vraiment sur Cabral, mais elle évoque un peu Cabral dans cet ouvrage. Et ça, c'est une pièce de théâtre assez récente. Je n'ai pas terminé de la lire, donc de Oupa Diocine Lopi, qui voulait tuer Amilcar Cabral. Voilà, donc Cabral, c'est quelqu'un qui a continué de féconder les imaginaires et je pense qu'il faut que ça continue. Parce que voilà, son message, notamment tout ce qui concerne la dignité et l'autodétermination, de comprendre que notre destin ne dépend que de nous, en grande partie et de personne d'autre. Je pense que c'est des messages plus que jamais d'actualité. Du coup, on n'a pas tellement eu le temps de discuter. Ah si, discuter. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'était peut-être de lire c'est ça, des bouts de passage. Et bon, on peut... Alors, tu m'as posé la question... alors, juste pour une précision pour le titre quand même. Je trouve pas tellement la traduction très adéquate, parce que la citation originale, c'est Claim no easy victories. Et je pense pas que le traduire par ne faites pas croire à des victoires faciles, à mon avis, c'est pas la traduction la plus adéquate. Moi, j'aurais dit plutôt quelque chose du genre, ne revendiquez pas de victoire facile, ou plutôt ne vous attribuez pas de victoire facile. Enfin, moi, ça me semblerait plus adéquat. Ne faites pas croire à des victoires faciles. Pour moi, je sais pas vous, pour moi, ça restitue pas vraiment la pensée de Cabral. Et moi, je pense,
Ce que Cabral veut dire par là, c'est que rien n'est facile et la plupart des choses qu'on doit acquérir dans ce monde, on doit le faire au prix de sacrifices et d'efforts. Notamment notre libération et tout ce qui s'ensuit. Je trouve la traduction ne restitue pas très bien, à mon avis, ce que Cabral voulait dire par là. Donc je vais lire, c'est le début page 21, je vais lire des fragments donc du premier discours là, qui s'appelle donc ne faites pas croire à des victoires faciles, et puis bon, on va discuter autour de ça. Donc ça commence en page 21. Gardez toujours à l'esprit que les gens ne se battent pas pour des idées abstraites, pour des choses dans la tête de quelqu'un. Ils luttent pour obtenir des avantages matériels, pour vivre mieux et en paix, pour voir leur vie progresser, pour garantir l'avenir de leurs enfants. Alors, un autre passage qui fait écho à ce que je disais tout à l'heure. Une certaine attitude militariste a été observée. C'est page 22, c'est la page suivante. C'est le deuxième paragraphe. Ah oui, désolé, oui, j'ai sauté une partie. Donc, c'est une certaine attitude militariste a été observée qui a amené certains combattants et même des dirigeants à oublier que nous ne sommes pas des militaristes mais des militants armés. Cette tendance doit être combattue d'urgence et éliminée au sein de l'armée. Si 10 personnes vont dans un champ de riz et font le travail de 8, il n'y a aucune raison d'être satisfait. C'est pareil dans le combat, si 10 personnes se battent comme 8, ce n'est pas suffisant. On peut toujours faire mieux. Alors je saute un petit peu. Ensuite, créer des écoles et diffuser l'éducation dans toutes les régions libérées. Choisissez parmi les jeunes de 14 à 20 ans ceux qui ont au moins terminé leur 4e année pour qu'ils puissent accéder à une formation complémentaire. Contester sans violence toutes les coutumes préjudiciables, les aspects négatifs des croyances et traditions de notre peuple. Donc ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce respect des aspects religieux des populations, mais quand même en laissant les amener à comprendre un certain nombre de choses. Voilà, parce que dans certains bilans qu'il fait de la lutte armée, voilà, il dit souvent qu'il y a des militants, des combattants qui sont morts bêtement parce que vraiment ils pensaient que leur grillerie allait les protéger. Après, au parallèle aussi, la phrase qui suit, elle est également intéressante par rapport à ce qu'il dit, justement l'importance où il dit obliger chaque membre responsable et instruit de notre parti à travailler quotidiennement pour l'amélioration de sa formation culturelle. Et justement l'importance de la culture dans leur c'est ça, de la formation. C'est-à-dire que les militants soient des gens formés, parce que c'est ce que Thomas Sankara disait. Toute personne avec une arme dans la main qui est capable de cracher du feu, d'enlever la vie à quelqu'un, s'il n'est pas doté de raison, il devient très vite très dangereux. Et c'est vrai que voilà, c'est quelqu'un qui a mis un gros accent sur la formation. Ça me permet de parler, à Conakry, Cabral avait créé ce qu'on appelait une école pilote. Oui, là en fait, il formait donc avec Aristides Pereira, avec Lucette de Andrade, c'était sa belle-sœur, donc la femme de Luis Cabral, son frère, et d'autres, ils ont organisé la formation de militants, c'est-à-dire les enfants qui, dans les populations, étaient repérés très tôt pour avoir un certain talent, certaines aptitudes intellectuelles. Très vite, ils étaient repérés, puis envoyés à l'école pilote pour se parfaire, et voilà, pour parfaire leur formation. Et à la suite de ça, les plus brillants étaient souvent envoyés donc en Union soviétique, en Chine, à Cuba, pour parfaire leur formation. Donc c'est comme ça, par exemple, qu'il y a eu pas mal de médecins qui ont été formés à Cuba, puis après qui sont revenus servir dans la lutte de libération. Le cinéaste de Guinée-Bissau très connu, Flora Gomes, on dit Gomes, il a été formé à Cuba grâce à l'école pilote. C'est cinéaste qui est encore en vie. Son film le plus connu, c'est Mortu Nega, qui est sorti au début des années 90, qui raconte justement la fin de la lutte de libération. Donc, et justement, il y a un passage au début du film assez émouvant sur justement l'annonce à la radio de la mort de Cabral, de l'assassinat de Cabral et tout ce qui s'ensuit. Mais bon, le film, il n'est pas tellement focalisé sur Cabral, il est focalisé sur l'après. Ah oui, parce que j'ai très peu parlé de l'après.
Aujourd'hui, alors moi, je sais pas comment les Cap-Verdiens et Guinéens l'analysent. Moi, en tout cas, je trouve que la révolution est morte avec Cabral. Parce que quand on regarde la Guinée-Bissau et le Cap-Vert, les chemins qu'ils ont pris, alors, déjà, c'est très intéressant. Je trouve au Cap-Vert, les choses ont été beaucoup mieux menées qu'en Guinée après l'assassinat de Cabral. Parce que, par exemple, Aristides Pereira, qui a été le premier président du Cap-Vert en 1975, a vraiment essayé, qui a été un camarade de lutte de très longue date de Cabral, a vraiment essayé de rester en application, enfin d'appliquer les principes du parti dans son exercice du pouvoir. Et il a plus, en tout cas de ce que j'ai lu, les Cap-Verdiens sont quand même assez satisfaits de son règne qui a duré, il me semble, jusqu'au début des années 90. Et je trouve son cas très intéressant parce qu'il est l'un, je trouve, des premiers chefs d'État africains. Une fois qu'il a perdu les élections, il s'est retiré sans contester. Je pense que les épisodes récents avec Alpha Condé, etc., il devrait en prendre un peu de la graine. Donc, au Cap-Vert, tous, ils se retirent sans contester. Il y a eu récemment des élections et ça s'est super bien passé. C'est pour ça qu'on ne parle pas assez de nous, on ne Oui, parle pas du tout, alors parce que, que oui, tout se passe bien, malheureusement, il n'y a pas de bannis. Heureusement, du coup. Oui, oui, Ça fait mais pas les lignes de France 24, mais c'est bon. pas assez, c'est vrai que c'est pas assez mis en avant. Moi, Et je suis une grande c'est même militante, on n'en ignoré. parle J'ai pas quand il y a essayé. des élections. De toute façon, la plupart des colonies portugaises ne sont pas assez communiquées ici, Oui, parce que la barrière de la langue. Voilà, on s'arrête beaucoup sur l'histoire des colonies françaises, et c'est ce qui fait que même l'histoire de Cabral est peu connue Oui, en oui. France, parce que c'est surtout une colonie qui n'est pas française de base. Et pourtant, il a un lien avec la France. Hein. Oui. Très fort. C'est vrai qu'il a fait un petit passage, en France. Exact. C'est vrai. Hum. Vous pouvez en parler peut-être, hein? Non, ça va aller. Non, bah, et donc oui, voilà. Donc j'étais sur la lecture de la page 22, début de la page 23. Dans les zones libérées, donc c'est page 23 au milieu, dans les zones libérées, faisons tout notre possible pour normaliser la vie politique du peuple. Les comités de section, comités Tabanka, les comités de zone, les comités régionaux doivent être consolidés et fonctionner normalement. Des réunions fréquentes doivent être tenues pour expliquer à la population ce qui se passe dans la lutte, ce que le parti s'efforce de faire à un moment donné et quelles pourraient être les intentions criminelles de l'ennemi. Voilà, et ensuite page 24, un passage que je trouve intéressant. Éduquons-nous nous-mêmes, éduquons d'autres, la population en général, pour combattre la peur et l'ignorance. Ensuite, je saute. Exiger des membres du parti qui se consacrent sérieusement à l'étude, qui s'intéressent aux choses et aux problèmes fondamentaux. On est d'accord, choses et problèmes fondamentaux de notre lutte et vie quotidienne. Ah oui, bon. J'ai relevé aussi le livre, il y a quand même pas mal de. Enfin, je trouve qu'il y a pas mal de coquilles quand même, c'est un peu dommage. Bon, je le dis quand même parce que. Ensuite, voilà, s'intéresse aux choses et problèmes fondamentaux de notre lutte et vie quotidienne, et pas seulement dans les apparences. Apprenez de la vie, apprenons de notre peuple, apprenons des livres, apprenons de l'expérience des autres, n'arrêtez jamais d'apprendre. Et ça, je fais une petite parenthèse, je reviens sur Amadou Hampâté-Bâ. Amadou Hampâté-Bâ, chaque fois qu'on lui demandait quels étaient ses diplômes, ses qualifications, il disait « Je suis allé à l'université de je ne sais pas ». Et c'est là qu'on voit à quel point Cabral en fait est vraiment ancré dans les traditions africaines. C'est qu'un des principes de la tradition africaine, c'est de savoir qu'on ne sait pas. Voilà. Et pareil, je disais, dans notre contexte actuel, c'est vraiment important parce que je fais une fixation là-dessus, mais c'est pas normal que des hashtag movements qui se réclament soi-disant libérer l'Afrique, etc., ne connaissent pas Cabral. C'est pas acceptable. On peut pas dire qu'on veut se battre pour le destin, la libération de l'Afrique sans connaître Cabral, sans avoir étudié Cabral. Et voilà. Bon, malheureusement, c'est comme ça, mais bon, en tout cas, moi, j'essaye à mon niveau de rétablir les choses et ces gens qui nous ont précédés à la place qu'ils méritent, parce que c'est le proverbe africain, on attache la nouvelle corde qu'à la fin de l'ancienne. Le but
le but de tout ça, c'est de toujours accroître l'héritage qu'on a déjà reçu. Si on pense que tout commence avec nous, et alors qu'on va réinventer la roue, alors que d'autres l'ont déjà inventé, on perd du temps. Et donc voilà, et sur ce passage, c'est un peu les choses qui me paraissaient les plus pertinentes. Je ne sais pas si vous avez des réactions par rapport à ça. Bon, par exemple, la phrase de début qui donne son titre au livre, ne faites pas croire à des victoires faciles. Qu'est-ce que ça vous évoque dans le contexte d'Africains d'aujourd'hui, de 2022, cette phrase? En quoi elle s'applique? Je ne sais pas pour vous, dans quelle situation auquel on fait face, cette phrase trouve son sens, selon vous? Aujourd'hui, tout c'est superficiel. Et pour moi, comment je ressens cette phrase, même si la traduction n'est pas bonne, c'est dire, prenez conscience que rien n'est simple. Mais pour y arriver, il va falloir se battre. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. C'est plutôt dans ce sens-là. Parce que c'est pas parce qu'il y a eu justement la victoire ou des victoires qu'il n'y a pas eu de grands combats et de grands sacrifices derrière. Et je pense que c'est ce message-là, c'est pour les personnes qui n'ont pas vécu ça. Parce qu'aujourd'hui, ils ont tout ça là. Mais comment ça a été fait? Par exemple, nous, un Cap-Verdien, on dit oui, je suis Cap-Verdien, oui, je suis libre. Mais à quel prix on a eu cette liberté? Comment on reconnaît justement ces anciens combattants de la liberté? C'est ça. Pour moi, je le ressens comme ça, qu'aujourd'hui, on a l'impression, on donne l'impression que tout est facile. Mais en réalité, rien n'est facile. Et tout ce qui est facile est éphémère et ne dure pas. Ce qui fait aussi que ça crée ce sentiment, en tout cas vis-à-vis, par exemple, de la jeunesse d'aujourd'hui, qu'ils n'ont pas ce goût pour le combat, en fait. C'est-à-dire, quand je dis le combat, c'est-à-dire qu'à la moindre difficulté, ils rebroussent chemin, au lieu de justement, on arrive face à un problème, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un pas en arrière et je saute? Ou est-ce que je me dis, je suis face à un mur, je ne peux pas aller plus loin? Et donc c'est ce qui, si dans t'expliques qu'effectivement tu as pu gagner, mais tu es arrivé face à des murs, face à des barrières, et tu les as soit contournés, soit enjambés, soit sautés par-dessus, en expliquant tout le passage, les personnes vont se dire, finalement, c'est normal en fait. La difficulté fait partie de la trajectoire en fait. Moi, je voudrais juste dire que ça me donne référence un peu à cette phrase-là d'un physicien qui disait que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et j'ai le sentiment en fait qu'aujourd'hui, pour rejoindre un peu ce que vous disiez tout à l'heure, qu'en fait on est vraiment dans un syndrome d'acquis. On pense qu'en fait on est totalement légitime. Mais la légitimité, ça me rappelle un peu un débat que j'ai eu il y a 2 jours avec un ami. Lui partait sur le principe qu'il faut toujours se former. Que la vie est une formation, on ne peut pas se réclamer de quelque chose sans avoir une formation. Moi, je lui disais que non. Mais je trouve qu'en fait, les deux peuvent très bien cohabiter ensemble, dans le sens où, dans la phrase de Cabral, bien sûr, il faut se former, et donc il faut former les gens, pour finalement initier cette idée de réussite, en fait, qui part d'un sentiment, d'un travail déjà de base. Parce qu'aujourd'hui, le travail, on le néglige. Avec aussi ce qu'on a, on est vraiment dans l'instantané aujourd'hui, dans la surconsommation des choses, et forcément tout devient tellement facile à attraper qu'on est impatient. Et la passion, c'est une structure. Et la passion s'acquiert justement avec le travail, avec la formation. Mais en même temps, ne pas être formé, mais pour une personne qui a aussi l'envie, la détermination est une forme de formation. Parce que finalement, sans être formé par une structure, comme tu disais tout à l'heure, bien établie, l'autre disait tout à l'heure, par rapport à l'exemple que tu as pris de l'autre, je ne sais plus comment il s'appelait là, l'autre personnage qui disait que j'étais à l'école de je ne sais pas. Voilà, j'étais à l'école de je ne sais pas. Donc finalement, être dans l'école de sa structure, de sa culture, de sa société, finalement,
sans être allé forcément dans un établissement qui t'enseigne quelque chose, tu apprends tout aussi bien finalement. La vie, c'est l'école d'aujourd'hui, c'est l'école d'hier, c'est l'école de demain. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que nous-mêmes on se regarde en face, on se dise, est-ce que finalement on a accompli quelque chose? Est-ce qu'on a compris quelque chose dans tout ça? Parce que j'ai l'impression qu'en fait personne ne comprend quoi que ce soit. On est tous sûrs de quelque chose. Alors, j'ai pas très bien compris le sens de... Dans le sens où avoir compris quelque chose, c'est déjà en partant de la base où rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et quand on transforme quelque chose, c'est que du coup, on a accepté du fait que ce que tu expliquais par rapport à la corde, il y a eu une base, Oui. donc on ne perd pas de temps. Donc on ne peut que transformer ce qu'on avait de base et on avance. Donc on a compris qu'il y avait quelque chose. Mais aujourd'hui, on est sûr que nous, on peut faire. Oui, c'est qu'on est dans une ignorance. C'est notre société d'aujourd'hui que nous, on pense que voilà, on a ça, c'est facile. Ben, du coup, la facilité, elle est devant nous. Ben, on peut totalement se sentir légitime d'y aller. Non, mais au-delà de ça, aujourd'hui, les choses qui deviennent trop faciles, on arrive face à des personnes qui justement ne valorisent pas la chose en fait. C'est-à-dire que, je vais te donner un exemple dans le cadre professionnel, c'est-à-dire que moi je sais qu'à l'époque, il n'y avait peut-être pas autant d'offres d'emploi, il n'y avait peut-être pas autant de frères ou de sœurs de la communauté, on va dire africaine, ou qui venaient des banlieues, qui étaient installés sur des postes stratégiques. Et donc, il n'y avait peut-être pas autant de RH ou autant de personnes qui étaient vraiment sur des postes clés. Et aujourd'hui, on a des jeunes qui arrivent justement face à des opportunités comme ça. Par exemple, on va dire, voilà, va directement voir cette personne-là. Donc, en gros, tu as sauté 3-4 étapes par rapport à nous à l'époque. Et finalement, quand tu arrives sur place, vu que tu n'as pas subi les difficultés, bah, effectivement, tu ne vas pas te donner à fond. Parce que tu te dis, bah, c'est pas grave si je perds cette opportunité-là, il y en aura d'autres. Alors qu'à l'époque, non, c'est la chance qu'on a, bah, faut qu'on la saisisse. Parce que derrière, on ne sait pas s'il y aura d'autres choses. Et donc, on valorisait vraiment les choses. En tout cas, moi, à mon image, j'ai l'impression qu'on valorisait plus que ce que certains jeunes aujourd'hui prennent pour acquis, comme vous disiez. Après, pour ma part, parce que là, on prend un contexte qui est le nôtre, où on a certaines facilités, donc c'est vrai qu'on peut perdre de vue les choses qui nous ont été transmises. Cette perte de vue aussi, elle peut être due à un manque de connaissances, il faut le dire aussi, mais dans d'autres contextes, certains territoires, par exemple, sont vraiment en lutte. Voilà. Et pour le coup, quand j'entends cette phrase, qui est mal traduite, j'entends, mais moi, c'est plutôt le sens où ne vous découragez pas. Parce que de fait, le combat n'est pas facile. Et les extraits que tu as donnés et ce que tu as pu dire depuis le début, on entend bien qu'au début, ils étaient dans une démarche, on va dire, plutôt pacifiste, où ils demandaient des choses qui leur étaient dues. Et on était face à un pouvoir politique qui ignorait complètement leurs revendications légitimes. Il y a eu une tuerie, et ça a créé une colère qui a me mobilisé. Et pour le coup, moi je vais revenir sur la phrase que tu as dite, est hyper intéressante, c'est on perd du temps si on ne sait pas ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire que si on ne connaît pas les grands hommes qui se sont battus pour que nous on puisse avoir, on va dire, pas une liberté complète, mais en tous les cas on chemine vers quelque chose, on est mieux loti que autrefois, ah ben, on perd une sagesse, une intelligence, parce que ce que tu as raconté avec l'histoire de cet homme qui l'a pas tué, c'est une sagesse, c'est même une sagesse militaire, et on peut prendre beaucoup d'années avant de l'acquérir, même ne jamais l'acquérir. Donc le fait de savoir cette histoire, en fait, ça nous est utile à tous. De savoir militaire aussi, même s'il dit on n'est pas des militaires, on est des militants, cette seule phrase pour moi elle est très puissante, c'est-à-dire qu'il faut rester en fait dans l'objet de notre lutte. C'est ça que ça veut dire cette phrase, il faut pas oublier, voilà,
ce que tu as dit sur le fait que on ne peut pas calquer un système sur un peuple sans connaître, on va dire, sa structure sociale. C'est hyper important. Et si aujourd'hui on a des grands leaders qui émergent et qui n'ont pas eu cette connaissance, c'est-à-dire les difficultés que d'autres ont connues avant, et les échecs que d'autres ont connus avant, et les victoires aussi que d'autres ont connues avant, en fait on perd du temps sur la lutte. C'est comme si on reprenait le CD, quoi, au lieu de poursuivre en fait la mélodie. Et c'est ça qui est plutôt intéressant je parle que pour moi, de mon point de vue, ce qui est intéressant dans tout ce que tu as dit, c'est que cette personne-là est à étudier, et d'autres, voilà, pour continuer. Nous, on a un socle de connaissances, sagesse, intelligence, on a un socle. Et là, on peut continuer en fait nos actions, on va dire, militantes pour libérer ceux qui arrivent après nous, parce que nous, on est en train de consommer ce que les autres ont fait par le passé. Donc, c'est ce que je vois en ma part. Après, c'est surtout intéressant pour pouvoir réussir également à s'adapter par rapport à, justement, là on parlait de colonialisme à l'époque, et là on parle de néocolonialisme. Donc c'est réussir à faire on va dire, passer de ce que eux ils ont fait avec leurs armes, on va dire, de guerre, face à aujourd'hui à une arme qui est tout autre par rapport à comment on s'adapte en fait par rapport à notre société actuelle, où on va peut-être pas nous attaquer et nous tirer dessus, mais on va nous attaquer d'une autre manière en fait. Et donc c'est réussir à justement l'importance de faire cette transition et de prendre en considération par où ils sont passés, mais avoir l'intelligence également de dire que certes aujourd'hui on ne nous pointe pas des armes dessus, mais c'est d'autres armes qui nous sont pointées dessus, et réussir à s'adapter avec ça. Alors juste avant que tu commentes, d'ailleurs il en parle très bien, c'est un des aspects les plus fondamentaux de Cabral, j'ai oublié de le dire. Cabral c'est le seul leader, je pense dans la tradition des grands qu'on a connus, qui a compris l'importance de la culture comme arme de libération. Bon, Cheikh Anta Diop, quand même, Cheikh Anta le faisait aussi, hein, oui, mais, par rapport aux sciences. Oui, mais enfin, c'est pas. Non, et là c'est vraiment sur la culture en elle-même. Enfin, sur les manifestations culturelles. La langue, il a défendu les langues font partie de la culture. Oui, non, mais là, non. Et les sciences aussi, oui. Alors là, je parle par rapport à la lutte. Des aspects plus pragmatiques de la lutte. Alors, par exemple, alors, je vais lire un petit passage. Ça, c'est un autre livre d'un observateur français, Gérard Chalian. Il a écrit beaucoup sur les organisations, les types de structures militaires. Et il s'est beaucoup intéressé au mouvement de guérilla. Et il a été avec Cabral au front. Ce livre a été publié en 67, aux éditions Maspero. Donc il a été, il me semble, les années 63, 64, 65, je pense. Donc un petit peu au début de la lutte, elle commence à 63. Et dedans, il explique, pour revenir justement sur l'importance de la culture, dans un livre dont j'ai parlé tout à l'heure, Cabral a fait beaucoup de théâtre dans son enfance. Donc c'est quelqu'un qui était très imprégné de l'art de manière générale. Il a été poète aussi, etc. Et il a vraiment compris comment utiliser l'art comme outil de conscientisation. Donc, par exemple, là c'est Antonio Bana, c'est un cadre du PAIGC qui parle, 28 ans, donc il raconte justement les méthodes que Cabral utilisait pour sensibiliser les gens à la lutte. Donc il dit, par la suite pour la mobilisation, Cabral nous faisait jouer. Il fallait devant lui faire comme si on entrait dans un village et qu'on s'adressait à l'Homem Grande. L'homme grand. Le grand sage du village. Ok, merci. Les autres regardaient. Si ça n'allait pas, si c'était mauvais, Cabral faisait recommencer jusqu'à ce qu'on trouve les arguments qu'il fallait dire. On recommençait plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit bien. Donc on arrive dans un village, après avoir pris des renseignements sur l'Homem Grande, habillé à la façon villageoise, tout d'abord, je demande à l'Homem Grande. Je demande l'Homem Grande, donc je demande à des gens qu'on me l'appelle. Je lui demande l'hospitalité après l'avoir salué. Ça, c'est des codes indispensables quand on évolue en Afrique. Les Balantes sont très hospitaliers.
L'Omem Grande répond à ton salut et il donne l'ordre de faire la cuisine car il te garde à manger. Quand le repas arrive, je regarde ce qu'on apporte à manger. Il est très rare qu'on apporte du riz et du poulet. S'il y a du riz seulement avec de la sauce palmiste, alors je dis, papa, pourquoi tu ne me donnes que du riz? Les Barantés sont hospitaliers. L'Omem Grande, je suis pauvre, je n'ai pas de poulet. Comment ça se fait, papa, que depuis que tu es né, tu travailles toujours et tu n'aies pas pu avoir un seul coq? Mon fils, pourquoi me poses-tu toutes ces questions? Pourquoi tu me poses ces questions? Oui, j'avais des vaches, des brebis, mais les Blancs m'ont tout pris avec l'impôt. Est-ce que ça te plaît, papa, ce que font les Blancs? Non, ça ne me plaît pas. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ils sont forts. Là, Antonio Bana qui parle. Jusque-là, je me fais une idée du vieux. Le vieux a déjà dit qu'il n'aimait pas ce que font les colonialistes. Moi, je n'ai fait que poser des questions. Je n'ai encore rien dit. Alors, je pousse plus loin. Papa, si par hasard, il est quelque chose qui te donne la possibilité d'avoir une vie meilleure demain, est-ce que tu serais d'accord? Oui, je serais d'accord. Et là, je trouve ça montre vraiment la puissance et ce truc de dire qu'on s'inscrit dans la réalité du territoire où on est. C'est-à-dire, on ne va pas venir dire à ces gens la lutte des classes, le socialisme, etc. Non. On va voir comment le colonialisme impacte leur quotidien des manières les plus basiques et on essaie à partir de ça de leur faire prendre conscience qu'ils doivent eux-mêmes regagner leur dignité, leur liberté. Ils n'utilisaient pas des termes, en fait. Aujourd'hui, ils s'adaptaient surtout à l'interlocuteur en face à l'époque. C'est-à-dire, comme il disait, si tu vas voir une personne âgée qui n'a pas été à l'école et qui n'est pas instruit, etc., et que tu lui parles d'indépendance, lui, il s'en fout. Et parce que concrètement, c'est toi qui es plus instruit, c'est toi qui sais ce qui se passe ailleurs. Lui, il ne voit pas plus loin que le bout de son village. Donc, quelle est, face à sa réalité, l'importance de cette indépendance? Donc, l'approche qu'ils vont faire, c'est pas une approche de « regarde, tu te laisses victimiser par les autres, etc. » Mais dis-toi que si on les chasse, s'ils sont plus là et qu'on va se battre contre eux, bah, tu n'auras plus à payer cet impôt que tu payes. Ah, si je dois plus payer mon impôt, si on prend justement cette vache ou telle quantité de choses, ah, effectivement, là, je suis pour. Parce que si tu lui parles d'indépendance, d'aller au front, etc., il ne voit pas quel est son intérêt. Mais alors que si toi, tu t'adaptes et que tu sais, en fait, quelles sont les difficultés de chacun, le mec, il n'a pas d'eau chez lui, il ne se douche pas convenablement, il n'a pas de pain, etc., et tu lui dis d'aller faire la guerre avec des riches, etc., il n'y a pas d'intérêt. Alors que si tu lui dis, bah voilà, tu auras plus de pain et tu auras moins à redistribuer à ceux qui... Là, il va être beaucoup plus partant, il se sentira beaucoup plus militant. Et c'est plus en ce sens. C'est plus impliquer la personne dans son intérêt personnel. Il ne voit pas l'intérêt de son voisin. Il voit lui-même. Donc, le fait qu'il doit se défendre, il doit récupérer son bien, et c'est là qu'a été l'intelligence de Cabral. C'est de dire, c'est le peuple qui doit prendre. Il se libère lui-même. Mais on se libère soi-même que par rapport à ce qu'on a perdu ou ce dont on a besoin. Parce qu'à aucun moment il a parlé de lutte, d'indépendance, de... Non, il a ramené la personne à s'auto-analyser, de dire quelle est ma situation et comment je pourrais faire pour changer cette situation. L'individu, en s'unissant individu plus un autre individu avec leurs propres besoins, ils ont vu qu'ils avaient le même besoin, un intérêt commun. D'où l'unité, parce que c'est l'unité de la lutte. C'est ça. Et c'est là que ça a été l'intelligence de Cabral, à la différence de certains. Même de la majorité. De la majorité. Parce qu'il a su impliquer et lui-même il a su s'adapter à chaque classe sociale. Oui, parce que Cabral, il est très... Enfin, il a lu tous les trucs Marx, Engels et tout, il connaît ça par cœur. Peut-être même plus que voilà, des dirigeants au Congo-Brazzaville qui ont fait des trucs un peu bancals où ils exécutaient les gens au nom du marxisme. Là. Cabral, on savait sûrement plus que sur le marxisme. Et même comme ça, il a quand même compris cette nécessité de s'adapter à la réalité. Mais ça, en fait, ça... Enfin, comment dire, c'est un peu cyclique, ça revient vraiment à la première phrase du livre. Gardez en tête que les gens ne se battent pas pour des idées abstraites. Non, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pouvoir manger convenablement, comme tu disais, se loger, envoyer leurs enfants à l'école, se nourrir. Bon,
Après, on arrive à le voir on arrive à le voir aussi dans le livre les figures de la révolution africaine et les figures de la révolution africaine de Saïd Bouamama, où on arrive justement assez facilement à comparer ce qui se faisait au niveau des différents révolutionnaires, et on arrivait à voir justement cette différence de Cabral, comment il se démarquait avec son point de vue. Loïc, ouais, non, c'était juste toujours sur le fait de ne pas croire à des victoires faciles. mais t'as pas dit ce que t'en penses. Comment? T'as pas dit Non, ce mais que t'en penses. tout ce que j'ai entendu était vraiment très, très juste. Non, pour moi, ça se réfère directement à la fin de la préface de Hamza Boukari, où il dit que Amilcar Cabral a mené l'une des luttes de libération les plus équilibrées sur le plan politique, militaire, médiatique, diplomatique, économique, culturel et scientifique. Donc, là où j'interprète à ma façon, et en le replaçant au temps d'aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas revendiquer des victoires qui ne sont pas totales. Alors que, comme tu disais tout à l'heure, il y a des victoires qui sont surcotées. Alors, les Black Lives Matter, ce sont des victoires peut-être médiatiques, mais qui sont très surcotées par rapport à des victoires qui doivent être totales. Alors juste le côté militaire qui me gêne un peu, évidemment, parce qu'on va pas se battre, on va pas faire la guerre, et puis d'ailleurs c'est plus, Le contexte d'aujourd'hui, c'est plus la même urgence on militaire. n'a pas besoin de ça. Et je le verrais plutôt comme une victoire militaire dans le sens du maintien de la paix. Et là où, donc pour faire un lien avec notre situation au sein de la diaspora, je pense notamment à tous ceux qui reviennent en Afrique. Ne revendiquez pas des victoires faciles. Si vous allez en Afrique pour faire du pognon, ce n'est pas une victoire facile. Si vous allez, on a parlé de la culture, et là ce qui me gêne un petit peu dans la façon dont, enfin, en tout cas dans ce que j'ai lu des textes de Cabral, qui se résument à ça, c'est qu'il voit la culture uniquement sous le prisme de la lutte. Et c'est normal dans sa situation. Alors peut-être qu'évidemment il a fécondé d'autres des mouvements artistiques, il vient c'est un acteur, c'est un comédien, c'est un poète aussi, mais aujourd'hui la culture doit aussi faire partie, doit être le terreau de ses victoires totales. Organiser un événement culturel qui valorise les langues africaines, qui valorise le patrimoine, oui, mais est-ce que c'est une victoire totale si les gens continuent à se saouler durant l'événement, si ça n'a aucun impact social, si ça ne valorise pas la jeunesse, si ça ne crée pas de l'emploi stable, si ça ne résout pas les problèmes locaux. Donc tout ce qu'on se dit là au sein de la diaspora, le fait que tout est accessible, tout est facile, oui, mais là où vivait Cabral, c'était pas le cas, et ça n'est toujours pas le cas. Donc les victoires totales, c'est ce que dit Hamza en fait, sur le plan culturel, médiatique, scientifique, économique. Et c'est ça les victoires qui ne sont pas faciles. Bien sûr. Par contre, je voulais revenir sur les armes. Pour moi, il y a toujours des armes. Par exemple, en Martinique, en Guadeloupe, il y a pas si longtemps, on leur envoyait le GIGN. Voilà, quand ils demandaient, les Guadeloupéens demandaient de l'eau parce qu'il y a des problèmes d'eau par rapport à la canalisation, un hôpital parce que l'hôpital a brûlé il y a quelques temps, et dans un hôpital et combien plus dans une période de pandémie. Quand il y a quasiment 100% de la population qui est contaminée au chlordécone et qu'on est les champions du monde en cancer de la prostate, voilà. Et pour moi, il y a toujours des armes à pointer sur la population. Et donc, on est toujours dans une forme de violence physique, en tous les cas. C'est d'autres armes, sous d'autres formes, et une guerre sur une autre forme aussi. Mais après, moi, la question que je me pose, c'est que lui,
à l'époque où il était en Afrique. Nous ici, on est en Europe, on est en Occident. Donc on a une autre réalité. Et en plus, d'autant plus qu'on parle de néocolonialisme. Donc c'est un rapport encore différent. Donc dans les armes, enfin, la posture qu'il donne, elle est intéressante à l'époque où elle était. Elle est intéressante, peut-être encore en Afrique, d'une part. Mais est-ce qu'en Occident, c'est valable? Il ne faut pas oublier qu'il est parti s'instruire en Occident et il est revenu. C'est-à-dire qu'il est parti, et comme il disait, en fait, c'est quand il est parti à Lisbonne faire ses études qu'il a rencontré d'autres révolutionnaires des autres partis, d'autres pays, qui subissaient les mêmes choses. Et de ce qu'il a appris, qu'il est revenu. Après, il a complété, entre guillemets, son enseignement sur le territoire. Mais en tout cas, il y a eu ce mouvement, en fait, il est né au Cap-Vert, il est né en Guinée. Il est parti vivre au Cap-Vert, connaître la réalité également du Cap-Vert. Ensuite, il a été à Lisbonne et il est revenu sur le continent africain. Et quand il a été justement en Europe, bah, c'est là qu'il s'est rendu compte des différentes réalités qui existaient, des différents combats, des différentes luttes, et qu'il a fait justement ces différents contacts. Et après, en fait, il a eu la force, en tout cas, de revenir. Alors que nous, est-ce qu'on a cette force de partir avec et de garder nos valeurs? C'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, si on retourne sur le continent africain, est-ce que arrivé sur place, on va avoir cette force de continuer avec nos convictions, ou au contraire, on va rentrer dans le moule et rentrer dans ce mouvement capitaliste et justement cet enrichissement personnel? Donc c'est ça qu'il faut savoir, et c'est là-dessus où il a eu cette force-là. Pourquoi il a choisi justement des études liées à l'agriculture, etc. C'est réellement parce que sa vision a toujours été la même, dans le sens de lutter contre justement les difficultés du pays, qui étaient notamment les sécheresses, etc. Comment faire pour lutter face à ça? Et donc, est-ce que nous, aujourd'hui, on sait que nos pays, par exemple, ont ces difficultés-là? Est-ce que nous, on va avoir cette force de se dire, on va faire des études pour justement faire en sorte que notre pays, ou l'Afrique, ou le continent africain, ils gagnent sur les premiers besoins, en fait, les premières nécessités? Nous, on va voir plutôt effectivement des opportunités dans les nouvelles activités, etc. Alors que lui, non, lui, il est resté justement très traditionnel, très la réalité qu'il connaissait, et justement quelles sont les solutions aux problèmes de sa réalité. Mais sa réalité, elle était africaine. Mais moi, ce que j'essaie d'introduire, c'est qu'il y a une double réalité aujourd'hui. Et à l'époque, elle était naissante, mais elle était qu'au balbutiement. C'est qu'aujourd'hui, on est dans une double réalité. On a une réalité de la diaspora et une réalité africaine. Et la réalité africaine, elle est encore dans ce mot-là, dans ce socle-là, de ce que vivait à l'époque Cabral. Mais aujourd'hui, ceux qui sont en Occident ou même ailleurs dans le monde, ils ont une toute autre réalité. Et cette réalité, ça incorpore totalement de la culture, en fait, du pays d'accueil, pas de l'Afrique. Donc c'est-à-dire qu'on a en fait des problématiques qui sont totalement différentes tout autres. Donc maintenant, nos armes, c'est lesquelles, du coup? C'est une très bonne question, ce qu'il pose. Il y a toujours la culture, c'est vrai, on va apprendre notre histoire derrière, on va s'imprégner de tous ces philosophes, ces personnes qui ont pu avoir des phrases intéressantes et percutantes qui fonctionnent encore en Afrique. Mais est-ce que le fait de nous les porter et de vouloir, du coup, les assimiler en fait à nos pays d'accueil aujourd'hui, parce que c'est ce qu'on veut faire. Ce qu'on veut faire, c'est d'une part, sans se rendre compte, hein, c'est indirectement, je le dis, c'est par exemple ce qu'on parlait tout à l'heure de Black Lives Matter. Eux, ce qu'ils ont voulu faire à travers ça, c'est vouloir, d'une part, changer la mentalité en Occident. Qu'on soit accepté. Qu'on soit accepté, oui, c'est bien qu'on soit accepté. Ben, lui, dans ce qu'il essaie de faire comprendre, finalement, c'est même pas être accepté, c'est changer totalement nous-mêmes déjà notre psychologie, à vouloir reconnaître que déjà on existe sans la personne qu'on demande l'acceptation, etc. Et ensuite après l'accueillir, faire en sorte qu'on le vivre ensemble. C'est le vivre ensemble qu'on cherche. Mais alors qu'en Occident, on est toujours un peu dans ce côté-là, on sait très bien qu'on n'est pas chez nous, indirectement. Mais en même temps, on demanderait être chez nous. Donc c'est un peu cette schizophrénie en fait. Donc je pense qu'il y a deux luttes. Parce que tout à l'heure, c'est ce que tu demandais. Comment adapter cette phrase à notre vie d'aujourd'hui? C'est pour ça que moi je me dis, bon, certes, il y a ce rapport-là à l'Afrique qui est super important. C'est pour ça que, bon, un personnage comme Kémy Séba est rentré en Afrique, d'une part, par rapport à ça, parce qu'il avait besoin aussi de se confronter à cette réalité et aussi mettre du cœur à l'ouvrage.
Mais du coup, pour les autres qui sont ici, est-ce qu'ils sont inutiles à l'Afrique du coup? Non, C'est la question que je me pose finalement. Parce que les gens ils veulent vivre aussi ici. Oui. Donc comment adapter leur combat? Ben, c'est justement, c'est garder, entre guillemets, pour moi, ces valeurs d'enseignement. Cabral arrive face à un homme important et qu'il a réellement ce besoin, entre guillemets, d'armes pour son pays, et qui garde, même face à cette difficulté, cette dignité de dire, bah voilà, soit tu me le donnes et on y va avec telles conditions, entre guillemets, sans que ça me dévalorise, et qu'aujourd'hui, nous, on soit capable également de le faire ici. Après, comme tu dis, ces deux combats, c'est une réalité. Maintenant, tout le monde n'est pas dans le retour au pays, mais pour pouvoir, des fois, il y a besoin de cette complémentarité entre ceux qui rentrent et ceux qui restent. Donc, ceux qui restent, c'est se dire, bah voilà, j'arrive à avoir un bon ancrage là où je suis. C'est-à-dire que, par exemple, bah, on va dire dans le monde d'aujourd'hui, je veux chercher du travail, je ne trouve pas de travail. Au lieu, à un moment donné, de te dire, bah voilà, je vais faire que continuer à chercher du travail, mais pourquoi pas se former à créer du travail, justement, et finalement devenir la personne qui recrute. Donc, et à force, et justement, plus tu vas réussir à... Et c'est de cette manière-là, pour moi, que tu vas faire changer les choses. Et après, l'échelle, à un moment donné, elle sera beaucoup plus importante. Et à un moment donné, quand cet ancrage-là sera bien fixé, là, tu auras le poids pour pouvoir avoir le choix de tes luttes. Moi, je suis parfaitement d'accord avec ce que tu es en train de dire. Pour moi, en tout cas, pour les personnes qui sont ici, je suis d'accord avec le lien. C'est-à-dire qu'il y a ceux qui veulent rester ici, il y a ceux qui veulent partir et retourner, parce qu'il faut aussi se dire qu'il y en a beaucoup qui sont nés ici, qui n'ont vu qu'ici. Et donc, d'un moment, partir là-bas, exemple Kémy Séba, on se confronte à une réalité qu'on n'a jamais connue, à part qu'en vacances, il faut quand même se le dire. Hein. Donc c'est une chose, mais pour moi, en tout cas quand on est ici, c'est l'ancrage, et quand on est ancré, ensuite c'est le rayonnement. Quand je parle d'ancrage, qu'est-ce que ça signifie? Personnellement, on te rejette, on t'aime pas, tant pis, rejette-moi. Et c'est ce que tu es en train de dire. Rejette-moi. Mais à partir du moment où moi j'ai confiance en moi, je sais ce que je vaux, je sais quels sont mes talents, quels sont mes dons, je suis tellement sur moi à grandir, à m'épanouir qu'au bout d'un moment je rayonne. Et donc après j'offre. Et quand j'offre, c'est toi qui viens vers moi. Donc, ah oui, tu m'aimes pas. Tu m'aimes pas. Si je peux compléter. En fait, il faut créer nos entreprises, tout simplement. Oui, déjà, il faut s'aimer. Je suis d'accord avec toi. Si je peux compléter ce que vous dites là, je comprends très bien votre vision. Mais à un moment donné, même si on est né ici, on a quand même nos origines et ce qui sont visibles. Pour certains, déjà rien que la couleur de la peau, le physique. Mais quand on sait d'où on vient, quelle est notre histoire ou l'histoire de nos aïeux, on s'assoit, on dit, ok, où je suis? Qu'est-ce que je veux laisser quand je ne serai plus là? Et où est-ce que je vais arriver demain? Je pense que l'idée de Cabral, la philosophie de Cabral, c'était à son époque. À nous aujourd'hui d'en tirer une leçon et l'adapter à notre existence, qui est pour moi une façon, pour le jeune homme ça sera d'une autre façon, parce qu'il va avoir sa propre perception, sa compréhension, et à partir de là, comme l'a dit la jeune dame, quand on est bien ancré, peu importe où on est, mais on est soi. On est aligné avec qui on est et on assume. Et ça, c'est la meilleure arme qu'on a, parce que quand vous avez une opposition en face, mais qu'elle voit que elle ne vous fait pas peur, parce que vous êtes bien ancré, vous savez qui vous êtes. Et c'est ça notre arme, qu'on soit ici ou là-bas,
qu'on veut rester ici ou retourner là-bas, qu'on veut faire des va-et-vient. Mais dès l'instant où on est bien ancré avec soi, parce que c'est difficile aussi le combat quand on retourne là-bas. Parfois, il est en plus difficile quand on retourne, surtout quand on n'est pas né là-bas, parce que pour le Cap-Verdien, par exemple, moi, je suis immigrée en France, je vais au Cap-Vert, je suis immigrée. Donc, d'où je suis. Mais moi, comme je suis bien ancrée, parce que je sais d'où je viens, je sais où je suis et où je vais aller, je transmets à ma génération pour être bien, avec ma différence, qui sont mes forces. Et l'autre en face, comme l'a dit la jeune femme, elle m'aime pas, elle m'aime pas. Moi, je n'aime pas tout le monde non plus, mais j'aime le monde entier. Donc, c'est ça. Il faut savoir accueillir pour après s'aligner et retransmettre. Pour moi, le maître mot, c'est ça, c'est la croyance en soi. Et ce qui fait que tu auras les bonnes fondations et que même au moindre vent ou tempête, bah, tu bougeras pas en fait. Il y a certaines maisons, au moindre vent, elles tombent. Mais il y a certains immeubles qui ont des bonnes fondations, ça ne bouge pas. Et c'est ça la réalité. C'est croire en soi pour pouvoir, comme elle utilisait le terme par la suite, rayonner. Et faire en sorte que finalement, les gens aient besoin de toi et que tu as retourné la tendance. Alors juste pour... bon, c'est vrai que beaucoup d'échanges. Moi, je vais rester un peu moi sur le texte. Donc, si tu demandais, qu'est-ce qu'on... En gros, si je réinterprète ta question, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de ce que Cabral dit aujourd'hui? En fait, Cabral, il donne toutes les réponses. Par exemple, si je prends le point de la page 24, éduquons-nous nous-mêmes, éduquons d'autres. Alors, le éduquons-nous nous-mêmes. Alors, moi, je suis enseignant de profession. Je trouve l'éducation, la manière dont se comportent les enfants d'une population, ça donne quand même un très bon aperçu de ce qu'est cette population. Et quand j'observe ce que sont nos jeunes Africains de cette zone aujourd'hui, en termes de comportement, ça en dit long sur nos priorités. Donc, je pense déjà là, il y a une clé majeure, c'est que il faut remettre l'éducation au centre de toutes les pratiques. Et parce que les enfants, c'est l'avenir d'un peuple. Et j'aime souvent le dire, tout peuple qui a conscience de ses impératifs culturels ne doit avoir qu'une obsession, c'est de se répliquer de manière saine. Se répliquer, ça veut dire engendrer. De même que l'ADN dans nos cellules se réplique, avant une division cellulaire, se réplique parfaitement. Donc ça doit se répliquer de manière saine. Et sauf que la réplication passe par des institutions. Aujourd'hui, la communauté africaine de par le monde, l'institution majeure qui régit nos vies, c'est l'Église. Où sont nos écoles? Alors moi je parle que de mon domaine. Où sont nos écoles? Même si on n'a pas d'école, comment ça se fait que même à des niveaux embryonnaires microscopiques, on ne soit pas capable de prendre des initiatives pour pallier justement à ce que l'éducation dite nationale ne fait pas. Et je disais tout à l'heure, c'est pas au rôle de l'éducation nationale d'enseigner Cabral à nos enfants. Non, c'est nous qui devons en faire, c'est pas les autres. Donc ça veut dire déjà à ce niveau-là, se dire que il y a l'éducation qu'on se donne, c'est Carter G. Woodson, c'est celui qui a inventé le Negro History Week, qui est devenu Black History Month. Il disait, dans son titre de Miseducation of the Negro, qui est un classique, il disait, il y a deux types d'éducation qu'un individu peut se donner. L'éducation, il y a deux types d'éducation dans la vie de l'individu. L'éducation qu'il reçoit institutionnellement dans une école, etc. Et l'éducation qu'il se donne lui-même. Ça, c'est l'éducation qu'on doit nous-mêmes se donner, Cabral. C'est pas aux autres de la faire. Surtout quand on n'est pas chez nous en Afrique. Ici, on n'est pas chez nous, on n'a aucune exigence à demander à ce pays d'enseigner Cabral ou correctement l'histoire d'esclavage à nos enfants. Si on ne prend pas l'initiative de le faire nous-mêmes, tant pis pour nous. Et je pense que
avoir ça en tête peut donner des clés justement pour commencer à s'organiser à niveau aussi microscopique qu'on soit pour pallier, enfin, pour compléter ce que nos enfants reçoivent dehors. Parce que moi, d'expérience, toutes les autres communautés le font. Vraiment. Alors, enfin, moi, je parle de ce que je connais. J'enseignais à Vitry-sur-Seine il y a 3 ans, lycée Jean Massé. J'ai des élèves asiatiques qui me disaient que clairement, en plus des cours qui suivent, ils suivent. Non, mais même ça, c'est un raccourci. Moi aussi, je suis dans l'enseignement et je fais le constat. C'est tout type d'élève aujourd'hui qui n'a pas de connaissance de son passé. C'est la plupart. Après, ça dépend des zones. On ne peut pas généraliser, mais aujourd'hui, ils disent bah, pourquoi nos frères de parcours du combattant ne sont pas concernés, parce qu'en effet, ils n'ont pas acquis cette histoire-là. Et que ce soit blanc, noir, non, c'est tous pareil. Il n'y a pas. Alors, je sais pas, enfin, moi j'ai tendance à me méfier de ça parce que, enfin, comment dire, même si, admettons, c'est vrai, enfin, le critère que les autres sont aussi dans ces difficultés, moi je l'accepte pas parce qu'en attendant, les autres, si je prends l'exemple des Asiatiques, un pays comme le Japon a Honda, Lexus, Toyota. Nous, tout un continent, on n'a même pas une entreprise qui fait le quart de tiers de Toyota. Qu'est-ce que c'est que ça? On est censé être les doyens de l'humanité. Donc en attendant, les autres, ils peuvent se permettre à des brebis égarés, pas nous. Et ce que je dis, c'est vraiment les institutions doivent être rebâties au niveau le plus élémentaire. Et c'est ce que Cabral nous dit. Cabral nous dit le premier combat, c'est celui qu'on a mené nous-mêmes contre nos propres faiblesses. C'est lui qui le dit. Et déjà, ça, je pense, c'est une grande leçon. C'est le premier combat, il est individuel. Déjà, enfin, réavoir l'ownership, la propriété de soi-même, de qui on est. Et ensuite, rebâtir les institutions au niveau le plus basique, qui est l'institution la plus basique de la société, ça reste la famille. Et voilà, et on peut dire ce qu'on veut. Moi, je fais une nette corrélation dans le cadre de mon travail entre les enfants africains qui viennent de structures familiales locales du reste. Donc ça, moi, je pense, un enseignement de Cabral déjà. C'est rebâtir les institutions au niveau le plus basique. De même qu'on commence le combat.